Installe-toi confortablement et ralentis. Nous allons passer calmement en revue des théories sur la technologie extraterrestre, appuyées par la physique et l'ingénierie, pour que tu puisses te détendre et apprendre à un rythme tranquille. Si tu t'endors, pas de souci. Tu retiendras quand même l'essentiel. Ce soir, nous n'allons pas parler des grandes certitudes de l'univers, ni des théories bien établies que tout le monde accepte sans question. Non, ce soir, nous allons nous aventurer dans quelque chose de plus délicat, de plus incertain, quelque chose qui vit à la frontière entre la science et l'imagination. Nous allons explorer l'idée que quelque part dans l'immensité du cosmos, ou peut-être même ici, cachée dans les plis de notre propre histoire, il pourrait exister une technologie qui ne vient pas de nous, une intelligence qui a laissé ses outils, ses signaux, ses empreintes dans des endroits où nous ne pensions jamais les trouver. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question, une invitation à se demander ce qui pourrait être possible dans un univers si vaste que notre esprit peine à en saisir les dimensions. L'idée de la technologie extraterrestre n'est pas nouvelle. Depuis que l'humanité a levé les yeux vers les étoiles, elle s'est demandé si d'autres yeux, quelque part, regardaient aussi. Mais ce qui a changé, c'est notre capacité à chercher, à écouter, à analyser. Nous avons construit des télescopes qui peuvent voir à travers le temps lui-même, des antennes qui captent les murmures de l'univers, des instruments qui déchiffrent la composition chimique de planètes à des années-lumière de distance. Et pourtant, malgré tout cela, nous n'avons trouvé aucune preuve définitive. Pas de vaisseau spatial garé en orbite, pas de message clair diffusé à travers la galaxie, pas de visite officielle avec poignée de main et échanges diplomatiques. Ce que nous avons, ce sont des indices, des anomalies, des questions qui refusent de se taire. Et peut-être que c'est suffisant pour cette nuit. Peut-être que les questions elles-mêmes méritent d'être explorées, même sans réponse garantie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir où vous êtes en ce moment. Êtes-vous allongé dans votre lit, les lumières éteintes, le monde extérieur devenu silence? Êtes-vous assis quelque part dans la pénombre cherchant un peu de calme avant que le sommeil ne vienne? Où que vous soyez, quelle que soit l'heure qu'il est dans votre coin du monde, je suis heureux que vous soyez ici. Si ce genre de réflexion douce et lente vous parle, si vous aimez explorer les mystères sans exiger des conclusions immédiates, alors peut-être que ce voyage nocturne est fait pour vous. Et si vous voulez que d'autres esprits curieux trouvent ce petit refuge de questions tranquilles, un like ou un abonnement m'aiderait à faire passer le message. Mais il n'y a aucune pression. Vous êtes ici maintenant, et c'est tout ce qui compte. Alors installez-vous confortablement. Laissez vos pensées ralentir jusqu'à ce qu'elles bougent au rythme des étoiles lointaines. Nous allons prendre notre temps ce soir, parce que les meilleures histoires, celles qui touchent vraiment quelque chose de profond en nous, ne se précipitent jamais. Nous allons parler de technologies qui pourraient venir d'ailleurs, de signaux qui traversent le vide cosmique, de structures anciennes qui semblent défier ce que nous savons de nos ancêtres, et de la possibilité, aussi mince soit-elle, que nous ne soyons pas seuls dans notre recherche de compréhension. Mais avant tout cela, nous devons comprendre pourquoi cette idée nous fascine autant. Qu'est-ce qui, dans la notion de technologie extraterrestre, captive notre imagination de manière si profonde? Peut-être que c'est parce que la technologie est la signature la plus claire de l'intelligence. Un oiseau construit un nid, c'est vrai, et c'est merveilleux à sa façon. Mais un oiseau ne construit pas de télescope. Il ne code pas de logiciel, ne forge pas de métal, ne crée pas de langage écrit qui traverse les générations. La technologie, surtout la technologie avancée, est le signe qu'une espèce a franchi un seuil. Elle a appris à manipuler son environnement de manière délibérée, à stocker des connaissances, à construire des outils qui dépassent la portée d'un seul individu ou même d'une seule génération. Alors, quand nous cherchons des signes d'intelligence extraterrestre, nous cherchons des signes de technologie, quelque chose qui dit non seulement qu'ils existent, mais qu'ils pensent, qu'ils créent, qu'ils laissent leur marque sur l'univers. Et puis il y a quelque chose de profondément humain dans cette recherche. Nous sommes une espèce qui raconte des histoires. Nous regardons les nuages et nous voyons des visages. Nous regardons les étoiles et nous traçons des constellations, des récits mythologiques écrits dans le ciel nocturne. Nous cherchons des patterns, des connexions, des significations. C'est ainsi que fonctionne notre esprit. Alors, quand nous tombons sur quelque chose d'inhabituel, une structure ancienne qui semble trop précise, un signal radio qui ne correspond à aucun phénomène naturel connu, notre esprit s'emballe naturellement. Nous nous demandons si ce n'est pas un signe, un message, une preuve que nous ne sommes pas seuls. Et même si la plupart du temps, il existe une explication plus simple, plus terrestre, cette étincelle de possibilité reste. Elle nous rappelle que
l'univers est plus grand que notre compréhension actuelle et que peut-être, juste peut-être, il y a des choses que nous n'avons pas encore apprises. Il est important de dire dès le début que nous n'allons pas aborder ce sujet avec la certitude absolue que l'on trouve parfois dans les documentaires sensationnalistes ou les forums Internet. Nous n'allons pas affirmer que les pyramides ont été construites par des extraterrestres, ni que chaque lumière inexpliquée dans le ciel est un vaisseau spatial. Ce serait trop facile et ce serait malhonnête. La vérité, si elle existe, est probablement plus nuancée, plus subtile. Ce que nous allons faire, c'est explorer les théories, examiner les questions et reconnaître que pour beaucoup de ces mystères, nous n'avons tout simplement pas encore toutes les réponses. Et c'est bien ainsi. L'incertitude n'est pas un échec, c'est un espace où la curiosité peut vivre. Pensez à la taille de l'univers pour un instant. Vraiment, essayez de le visualiser. Il y a environ 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie seule. Peut-être plus. Et il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable. Chaque étoile a la possibilité d'avoir des planètes. Chaque planète, dans les bonnes conditions, pourrait potentiellement abriter la vie. Les chiffres sont si énormes qu'ils cessent d'avoir un sens concret. C'est comme essayer de compter les grains de sable sur toutes les plages du monde. Votre esprit glisse sur ces nombres sans vraiment les saisir. Mais voici ce qui est frappant. Même si la vie intelligente est incroyablement rare, même si les chances qu'une planète développe une civilisation technologique sont d'1 sur 1 milliard, il devrait quand même y avoir des milliers, peut-être des millions de civilisations là-bas, quelque part dans le cosmos. Alors pourquoi n'avons-nous rien trouvé? Pourquoi le silence? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, du nom du physicien Enrico Fermi, qui a posé cette question simple mais troublante. Où sont-ils tous? Si l'univers est si vaste et si ancien, si les conditions pour la vie semblent exister dans tant d'endroits, pourquoi n'avons-nous aucune preuve claire d'autres intelligences? Pourquoi ne captons-nous pas leur transmission radio? Pourquoi ne voyons-nous pas les traces de leur mégastructure modifiant des étoiles entières? Pourquoi ne sont-ils pas déjà venus nous rendre visite? Il y a beaucoup de réponses possibles à cette question, et nous les explorerons plus tard dans la nuit. Mais pour l'instant, il suffit de noter que ce silence, cette absence apparente, rend l'idée de technologie extraterrestre encore plus intrigante, parce que si elle existe, elle est cachée ou rare ou si différente de ce que nous cherchons que nous ne la reconnaissons pas quand nous la voyons. Peut-être que la technologie extraterrestre ne ressemble pas du tout à ce que nous imaginons. Nous avons tendance à projeter nos propres expériences sur l'inconnu. Nous imaginons des vaisseaux métalliques, des robots, des ordinateurs, parce que c'est ce que nous avons créé. Mais une civilisation qui a évolué sur une planète différente, avec une chimie différente, une biologie différente, pourrait avoir suivi un chemin technologique complètement différent. Peut-être qu'ils ne construisent pas avec du métal, peut-être qu'ils utilisent des matériaux organiques, des structures vivantes qui grandissent plutôt que d'être assemblées. Peut-être que leur communication ne passe pas par des ondes radio, mais par des moyens que nous n'avons pas encore découverts. Peut-être qu'ils n'ont jamais développé de corps physique du tout, existant comme des intelligences distribuées dans des réseaux que nous ne pouvons pas détecter. Si c'est le cas, alors chercher des signes de leur technologie devient infiniment plus difficile. Comment cherchez-vous quelque chose quand vous ne savez même pas à quoi cela ressemble? C'est là que les théories deviennent vraiment intéressantes, parce qu'elles nous forcent à repenser nos hypothèses. Elles nous demandent d'imaginer des possibilités en dehors de notre expérience. Et même si la plupart de ces théories s'avèrent fausses, le simple fait de les considérer élargit notre compréhension de ce qui pourrait être possible. C'est un exercice d'humilité et d'imagination combinés. Nous admettons que nous ne savons pas tout, que l'univers est plus étrange et plus varié que nos modèles actuels ne le suggèrent. Et dans cet espace d'ignorance reconnue, nous trouvons la liberté de nous poser des questions que nous n'oserions peut-être pas poser autrement. Il y a aussi quelque chose de profondément émouvant dans l'idée que quelque part, une autre espèce regarde peut-être aussi les étoiles et se pose les mêmes questions. Se demandent-ils s'ils sont seuls? Ont-ils construit leurs propres télescopes, leurs propres antennes, écoutant le silence cosmique et espérant un signe? Ont-ils leur propre théorie sur nous, se demandant si cette petite planète bleue en orbite autour d'une étoile jaune ordinaire pourrait abriter quelque chose comme eux? Cette pensée crée une connexion étrange à travers le vide, un lien d'espoir partagé et de curiosité mutuelle, même si nous ne nous rencontrons jamais. Nous sommes séparés par des distances inconcevables, par des milliers ou des millions d'années-lumière, mais peut-être que nous partageons quelque chose de fondamental, le désir de savoir, le besoin de comprendre, la recherche de sens dans un univers qui ne nous doit aucune explication. Et puis il y a les histoires qui persistent dans notre propre histoire.
des récits anciens de visiteurs venus du ciel, des structures qui semblent impossibles pour leur époque, des connaissances astronomiques chez des peuples qui, selon nos livres d'histoire, n'auraient pas dû les avoir. Ces anomalies, ces questions sans réponse facile, alimentent les théories de technologie extraterrestre depuis des décennies. Certaines sont plus crédibles que d'autres. Beaucoup ont été démystifiées, mais quelques-unes restent assises tranquillement dans les marges de la science, attendant soit d'être expliquées, soit d'être oubliées. Nous les examinerons de près dans les heures à venir, non pas pour affirmer qu'elles prouvent quoi que ce soit, mais pour comprendre pourquoi elles captivent notre imagination. Ce qui rend ces théories si persistantes, c'est qu'elles touchent à quelque chose de profond en nous. Elles parlent de notre place dans l'univers. Sommes-nous spéciaux? Sommes-nous seuls? Sommes-nous les premiers, ou y a-t-il eu d'autres avant nous qui ont atteint les étoiles et nous ont peut-être regardés de loin, se demandant si nous survivrions assez longtemps pour les rejoindre? Ces questions ne sont pas seulement scientifiques, elles sont philosophiques, existentielles, elles touchent au cœur de ce que signifie être humain, conscient, vivant dans un cosmos dont nous ne comprenons qu'une infime partie. Il y a une beauté dans cette recherche, même si elle n'aboutit jamais. L'acte de chercher, de se demander, de construire des instruments pour écouter les murmures de l'univers, c'est en soi un accomplissement remarquable. Nous sommes une espèce qui, il y a seulement quelques milliers d'années, vivait dans des grottes et chassait avec des pierres taillées. Maintenant, nous envoyons des sondes au-delà de notre système solaire. Nous détectons des ondes gravitationnelles provenant de la collision de trous noirs à des milliards d'années-lumière. Nous cartographions des exoplanètes et analysons leurs atmosphères pour des signes de vie. C'est extraordinaire. Et chaque fois que nous regardons vers le ciel avec nos télescopes et nos antennes, nous faisons un acte d'espoir. Nous disons, nous ne savons pas ce qui est là-bas, mais nous allons regarder quand même. Nous allons écouter, nous allons chercher. Et peut-être que c'est ce que signifie vraiment la technologie extraterrestre pour nous. Ce n'est pas seulement la possibilité qu'ils existent, mais ce que leur existence signifierait pour notre compréhension de la vie, de l'intelligence, de notre propre place dans l'univers. Si nous découvrions demain une preuve indéniable de technologie extraterrestre, un signal qui ne pourrait être que artificiel, une structure qui ne pourrait être expliquée par aucun processus naturel, cela changerait tout. Ce ne serait pas seulement une découverte scientifique, ce serait un changement fondamental dans la façon dont nous nous voyons. Nous ne serions plus seuls. L'univers ne serait plus vide mais habité, peuplé d'autres esprits, d'autres histoires, d'autres façons d'être. Mais en attendant, nous vivons dans l'incertitude, nous vivons avec les questions. Et ce soir, alors que nous explorons ces théories ensemble, c'est cette incertitude que nous allons habiter. Non pas comme une frustration, mais comme un espace de possibilités. Parce que dans un univers où nous connaissons déjà toutes les réponses, il n'y aurait plus de place pour l'émerveillement, il n'y aurait plus de mystères à explorer, plus de questions à poser. L'incertitude, aussi inconfortable qu'elle puisse être parfois, est le carburant de la curiosité. C'est ce qui nous pousse à continuer à chercher, à continuer à nous demander, à continuer à imaginer ce qui pourrait être possible au-delà de notre horizon actuel. Alors, respirez profondément. Laissez votre esprit se détendre. Nous avons tout le temps du monde ce soir. Nous allons voyager à travers les théories de technologie extraterrestre, des signaux radio mystérieux aux structures anciennes, des observations modernes aux possibilités futures. Nous allons considérer ce qui pourrait être là-bas, ce qui pourrait avoir été ici, et ce que tout cela signifie pour nous maintenant, dans ce moment calme où vous écoutez ces mots dans l'obscurité. Il n'y a pas de conclusion préétablie, pas de révélation finale qui répondra à toutes les questions. Il y a juste l'exploration elle-même, le voyage à travers les idées, le plaisir tranquille de se demander. Et peut-être qu'à la fin de cette nuit, vous ne saurez pas avec certitude si la technologie extraterrestre existe ou non. Peut-être que vous vous endormirez avec plus de questions qu'au début, et ce serait parfait, parce que les meilleures histoires ne sont pas celles qui résolvent tous les mystères. Ce sont celles qui nous apprennent à vivre avec eux, à les embrasser, à trouver de la beauté dans ce que nous ne comprenons pas encore. L'univers est vaste, il est ancien, il est rempli de possibilités que nous commençons à peine à entrevoir. Et quelque part, dans toute cette immensité, il pourrait y avoir une technologie qui n'a pas été faite par des mains humaines, une intelligence qui a suivi son propre chemin à travers l'évolution et le temps. Un signe, si ténu soit-il, que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de compréhension. Alors restons ouverts, restons curieux, et surtout, restons humbles face à tout ce que nous ne savons pas, parce que c'est dans cette humilité que se trouve la vraie sagesse, la reconnaissance que l'univers est plus grand, plus étrange, et probablement plus merveilleux que tout ce que nous pouvons imaginer en ce moment. Et maintenant,
Alors que nous nous installons dans ce long voyage nocturne, préparons-nous à explorer les signaux, les structures, les observations et les théories qui suggèrent, même si ce n'est qu'un murmure dans le silence cosmique, que quelque part, d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas seuls. Imaginez pour un instant que vous êtes assis dans une pièce silencieuse, des écouteurs sur les oreilles, écoutant le bruit statique de l'univers. Vous êtes connecté à une antenne géante pointée vers les étoiles et vous écoutez. Jour après jour, nuit après nuit, vous entendez du bruit. C'est le son de l'espace lui-même, un mélange de radiation cosmique, d'émissions stellaires, de pulsars tournant à des millions de kilomètres de distance. C'est magnifique à sa façon, mais c'est aussi monotone. C'est le bruit de fond constant d'un univers qui ne parle à personne en particulier. Et puis, soudainement, vous entendez quelque chose de différent. Un signal qui se détache du bruit. Quelque chose qui semble trop organisé, trop précis pour être naturel. Votre cœur s'accélère. Vos mains tremblent légèrement alors que vous notez la fréquence, l'heure, la direction. Vous venez peut-être d'entendre quelque chose d'extraordinaire, ou peut-être pas. C'est le dilemme de ceux qui cherchent des signaux extraterrestres. Depuis les années 60, l'humanité écoute activement l'univers dans l'espoir de capter un message provenant d'une civilisation extraterrestre. Ce projet, connu sous le nom de SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche d'intelligence extraterrestre, utilise des radiotélescopes pour scanner le ciel à la recherche de signaux qui pourraient indiquer une origine artificielle. L'idée est simple en théorie. Si une civilisation technologique existe quelque part, elle pourrait utiliser des ondes radio pour communiquer, tout comme nous. Et si elle le fait, ces ondes voyageraient à travers l'espace, potentiellement détectables par nos antennes si nous regardons dans la bonne direction au bon moment. C'est une recherche d'une patience extraordinaire, une quête qui pourrait prendre des générations avant de porter ses fruits, ou qui pourrait ne jamais aboutir. Mais l'espoir persiste, soutenu par la simple logique mathématique que quelque part, dans l'immensité cosmique, quelqu'un d'autre pourrait aussi être à l'écoute. Les ondes radio sont un choix logique pour cette recherche. Elles voyagent à la vitesse de la lumière et peuvent traverser le vide de l'espace sans trop de dégradation. Elles sont aussi relativement faciles à produire pour une civilisation qui a atteint un certain niveau technologique. Nous utilisons les ondes radio depuis plus d'un siècle maintenant pour nos communications, et sans le vouloir, nous avons envoyé un signal dans l'espace. Nos émissions de radio et de télévision, nos communications militaires, tout cela fuit dans l'espace, créant une sphère en expansion de bruit humain qui voyage maintenant à plus de 100 années-lumière de la Terre. Si une civilisation extraterrestre se trouvait dans cette sphère et écoutait dans notre direction, elle capterait nos vieux épisodes de télévision, nos bulletins d'information des années 50, nos premiers contacts radio. C'est une pensée étrange et humiliante. Notre première impression sur d'éventuels extraterrestres pourrait être une émission de variété des années 40 ou un match de football diffusé il y a des décennies. Mais SETI ne cherche pas notre propre bruit. Il cherche quelque chose d'intentionnel, un signal délibérément envoyé pour être détecté. Comment reconnaître un tel signal? C'est une question complexe. Les phénomènes naturels peuvent produire des ondes radio de toutes sortes. Les pulsars, par exemple, sont des étoiles à neutrons en rotation rapide qui émettent des faisceaux réguliers de radiation. Quand ils ont été découverts pour la première fois dans les années 60, les astronomes les ont temporairement appelés LGM, pour Little Green Men, petits hommes verts, parce que les signaux semblaient si réguliers, si précis, qu'ils auraient pu être artificiels. Mais après observation, il est devenu clair qu'il s'agissait d'un phénomène naturel. Alors, comment distinguer un signal artificiel d'un naturel? Les scientifiques cherchent des caractéristiques spécifiques, une bande de fréquence étroite, une modulation qui suggère de l'information encodée, une répétition qui ne correspond pas au pattern naturel connu. Ce n'est pas facile. L'univers est bruyant et créatif dans ses émissions. Et puis, il y a eu le signal « Wow ». C'était le 15 août 1977. Le radiotélescope Big Ear de l'Ohio State University balayait le ciel comme d'habitude, enregistrant les données qui seraient analysées plus tard. Un astronome nommé Jerry Ehman examinait les données imprimées quelques jours après quand il a vu quelque chose qui l'a fait sursauter, une séquence de chiffres et de lettres qui indiquait un signal incroyablement fort, bien au-dessus du bruit de fond cosmique, dans une bande de fréquence étroite, exactement le type de signal que SETI cherchait. Il était si surpris qu'il a entouré la séquence et écrit « Wow » dans la marge.
Depuis lors, ce signal est connu sous le nom de signal WOW, et il reste l'un des mystères les plus intrigants de l'astronomie. Le signal a duré 72 secondes, la durée pendant laquelle le télescope était orienté vers cette partie du ciel. Il venait de la direction de la constellation du Sagittaire. Il n'a jamais été détecté à nouveau, malgré des tentatives répétées d'écouter dans cette direction. Alors qu'était-ce? Était-ce un message d'une civilisation extraterrestre, un bref bonjour cosmique capté par hasard? Ou était-ce quelque chose de plus prosaïque, peut-être un signal terrestre réfléchi, ou un phénomène naturel rare que nous ne comprenons pas encore? Personne ne sait avec certitude. Le signal WOW reste inexpliqué, assis dans les archives scientifiques, comme un point d'interrogation permanent. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait avoir été causé par une comète, dont l'atmosphère d'hydrogène aurait pu produire une émission à cette fréquence spécifique. D'autres restent sceptiques de cette explication, arguant que les comètes n'ont jamais été observées produisant de tels signaux auparavant. La vérité est que nous ne savons tout simplement pas. Et dans cette incertitude, l'espoir d'une origine extraterrestre persiste, aussi mince soit-il. Le signal WOW n'est pas le seul mystère radio que nous avons capté. Il y a eu d'autres signaux au fil des ans, des blips et des anomalies qui se détachent momentanément du bruit de fond avant de disparaître. La plupart s'avèrent être des interférences terrestres, des satellites, des équipements défectueux ou des phénomènes naturels mal compris. Mais quelques-uns restent inexpliqués, ajoutant lentement à une petite collection de curiosités cosmiques qui refusent de s'insérer proprement dans nos modèles actuels. Ces signaux sont importants non pas parce qu'ils prouvent quoi que ce soit, mais parce qu'ils nous rappellent que nous écoutons un univers que nous comprenons encore imparfaitement. Chaque mystère est une invitation à approfondir, à améliorer nos instruments, à élargir nos recherches. Il y a aussi eu des tentatives délibérées d'envoyer des messages dans l'espace, dans l'espoir qu'une autre civilisation pourrait les recevoir. La plus célèbre est peut-être le message d'Arecibo, envoyé en 1974 depuis le radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico. C'était un message binaire contenant des informations sur l'humanité, notre ADN, notre système solaire et notre technologie. Il a été dirigé vers l'amas globulaire M13, à environ 25 000 années-lumière de distance. Si quelqu'un là-bas le reçoit et répond, nous n'entendrons pas de réponse avant environ 50 000 ans, étant donné le temps de trajet aller-retour. C'était plus un exercice symbolique qu'une véritable tentative de communication, une déclaration que nous sommes ici et que nous essayons de tendre la main. D'autres messages ont été envoyés depuis, gravés sur des plaques dorées attachées aux sondes Voyager, ou encodés dans des transmissions radio dirigées vers des systèmes stellaires proches. Certains scientifiques et penseurs s'inquiètent de ces transmissions. Ils argumentent que nous ne savons pas qui ou quoi pourrait être là-bas et qu'attirer l'attention sur nous-mêmes pourrait être dangereux. Et si une civilisation extraterrestre était hostile? Et si elle voyait notre signal comme une invitation à nous trouver et à nous exploiter? C'est une préoccupation légitime, bien que d'autres rétorquent que si une civilisation est assez avancée pour voyager entre les étoiles, elle a probablement déjà les moyens de nous détecter si elle le souhaite. Nos fuites radio accidentelles nous ont déjà annoncé à toute civilisation se trouvant à environ 100 années-lumière et écoutant. Le message est déjà sorti. Involontairement. Les messages délibérés que nous avons envoyés sont négligeables en comparaison. Il y a quelque chose de touchant dans l'idée d'envoyer un message dans le vide, sachant que nous ne verrons jamais de réponse de notre vivant. C'est un acte d'espoir radical, une affirmation que la communication est possible, que quelque part quelqu'un pourrait écouter. C'est aussi profondément humain. Nous sommes une espèce qui a besoin de se connecter, de partager nos histoires, de savoir que nous avons été entendus. Même si l'auditeur est à des milliers d'années-lumière et ne recevra jamais notre message, l'acte d'envoyer a du sens. C'est une bouteille à la mer jetée dans l'océan cosmique, un acte de foi que l'univers est plus que du vide et du silence. Et puis, il y a les signaux que nous n'avons pas encore décodés. Nos télescopes et antennes capturent constamment des données, des téraoctets d'informations sur les émissions cosmiques. La plupart sont analysées par des ordinateurs à la recherche de patterns qui pourraient indiquer quelque chose d'intéressant, mais les ordinateurs ne peuvent chercher que ce qu'on leur dit de chercher. Si un signal extraterrestre utilisait une méthode de modulation ou d'encodage que nous n'avons pas anticipée, il pourrait passer inaperçu, noyé dans le bruit de fond. C'est comme chercher un mot dans une langue que vous ne connaissez pas. Vous pourriez le voir et ne pas reconnaître qu'il a du sens.
C'est pourquoi certains projets, comme SETI à Home, ont mobilisé des milliers de volontaires pour aider à analyser les données, en espérant que des yeux humains pourraient repérer quelque chose que les algorithmes manqueraient. Il existe aussi une possibilité plus inquiétante, que nous recevions déjà des signaux, mais que nous ne les reconnaissions pas parce qu'ils sont trop différents de ce que nous attendons. Peut-être qu'une civilisation avancée n'utilise pas les ondes radio du tout. Peut-être qu'elle a découvert une méthode de communication que nous ne connaissons pas encore, quelque chose de plus efficace, de plus rapide. Peut-être qu'elle encode ses messages dans la lumière, dans les ondes gravitationnelles, dans des dimensions de l'espace-temps que nous ne pouvons pas encore mesurer. Si c'est le cas, alors nous sommes comme quelqu'un qui écoute avec un téléphone à ficelle pendant que le reste du monde utilise Internet. Nous ne sommes pas dans la mauvaise pièce, nous utilisons juste le mauvais instrument. Cette pensée nous ramène à une question centrale. Que savons-nous vraiment de la façon dont une civilisation extraterrestre pourrait communiquer ? Nous supposons qu'elle suivrait des chemins technologiques similaires aux nôtres, parce que c'est tout ce que nous connaissons. Mais l'évolution sur une autre planète, avec une chimie différente, une histoire différente, pourrait produire des intelligences qui pensent et agissent de manière radicalement différente. Leurs priorités pourraient être incompréhensibles pour nous. Leur technologie pourrait être si avancée qu'elle nous semblerait magique ou si fondamentalement différente que nous ne la reconnaîtrions pas comme technologie du tout. C'est l'humilité que nous devons apporter à cette recherche. Nous cherchons des signaux, mais nous devons rester ouverts à la possibilité que ce que nous trouvons ne ressemble à rien de ce que nous attendions. Il y a aussi le facteur temps. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Les civilisations pourraient surgir, exister pendant un certain temps, puis disparaître. Peut-être qu'une civilisation à 100 années-lumière a envoyé des signaux il y a 1000 ans avant de s'éteindre. Leurs messages voyagent toujours vers nous, mais quand nous les recevrons, ils ne seront plus là. Ou peut-être que nous recevons des signaux d'une civilisation qui existe maintenant, mais le message a été envoyé il y a des millions d'années, et nous captons juste maintenant cet écho ancien. Le temps et la distance conspirent pour rendre la communication entre les étoiles incroyablement difficile. Même si nous détectons un signal clair, définitivement artificiel, et que nous répondons, il pourrait falloir des siècles ou des millénaires avant qu'une conversation bidirectionnelle puisse avoir lieu. C'est une patience que les individus ne peuvent pas avoir, mais peut-être que les civilisations le peuvent. Il est facile de se sentir découragé par tout cela. Le silence peut sembler écrasant. Nous avons écouté pendant des décennies et nous n'avons rien trouvé de définitif. Pas de message clair disant « Bonjour, nous sommes ici ». Pas de balise cosmique guidant les voyageurs vers un point de rencontre galactique. Juste du bruit, des anomalies occasionnelles et beaucoup de questions. Mais peut-être que le silence lui-même nous dit quelque chose. Peut-être qu'il suggère que les civilisations technologiques sont plus rares que nous ne le pensions. Ou peut-être que c'est simplement que l'univers est si vaste et que nous n'avons regardé qu'une infime fraction de celui-ci. Nous avons à peine effleuré la surface. Nos recherches jusqu'à présent ont couvert une minuscule partie du ciel, sur une petite gamme de fréquences, pendant une période de temps qui est un clin d'œil à l'échelle cosmique. Conclure qu'il n'y a rien là-bas basé sur cela serait comme tremper un verre dans l'océan et conclure qu'il n'y a pas de poissons. Alors nous continuons d'écouter. De nouveaux projets sont en cours avec des télescopes plus sensibles, couvrant plus de ciel, analysant plus de fréquences. Les progrès technologiques nous permettent de chercher plus rapidement et plus profondément. Et avec chaque amélioration, l'espoir se renouvelle. Peut-être que demain, ou la semaine prochaine, ou dans 10 ans, quelqu'un captera un signal qui ne pourra pas être expliqué par des processus naturels ou des interférences humaines. Un signal qui, après vérification minutieuse et analyse, s'avère être artificiel. Ce serait le moment le plus transformateur de l'histoire humaine. Cela changerait tout, non seulement dans la science, mais dans la philosophie, la religion, la culture. Nous saurions enfin que nous ne sommes pas seuls, mais en attendant, nous vivons dans l'incertitude. Et peut-être qu'il y a une beauté dans cela aussi. L'acte de chercher, d'écouter, d'espérer est en lui-même précieux. Il nous rappelle que nous sommes une espèce curieuse, une espèce qui refuse d'accepter que le silence soit la dernière réponse. Nous construisons des antennes géantes, nous pointons vers les étoiles, nous écoutons avec toute la technologie que nous pouvons rassembler, et nous disons à l'univers « Nous sommes ici, nous attendons, nous espérons que vous êtes là aussi, et si vous l'êtes, nous voulons vous connaître. » C'est un message simple mais profond, et qui sait ? Peut-être que quelque part, à des années-lumière de distance, une autre espèce fait exactement la même chose, pointant ses propres antennes vers notre petite étoile jaune, écoutant, espérant, se demandant si nous sommes là. Maintenant, imaginons que nous revenions en arrière, non pas à travers l'espace, mais à travers le temps.
Nous allons quitter les signaux radio modernes et descendre dans le passé, vers des structures de pierre qui se dressent silencieusement depuis des millénaires. Ce sont les monuments que nos ancêtres ont laissés derrière eux, des édifices qui défient parfois notre compréhension de ce que les civilisations anciennes auraient dû être capables de réaliser. Les pyramides d'Égypte, les lignes de Nazca au Pérou, les murs de Pumapunku en Bolivie. Ce sont des lieux qui ont inspiré l'émerveillement pendant des générations. Et pour certains, ces structures suggèrent quelque chose de plus que le génie humain. Elles suggèrent, murmure-t-il, une possible intervention extraterrestre. Alors, prenons notre temps pour explorer ces théories, non pas avec des certitudes, mais avec curiosité. Que voyons-nous vraiment quand nous regardons ces structures anciennes? Et pourquoi certaines personnes y voient-elles la main de visiteurs venus d'ailleurs? Commençons par les pyramides, parce qu'elles sont probablement les structures anciennes les plus emblématiques au monde. La grande pyramide de Gizeh, construite il y a environ 4500 ans, est une merveille d'ingénierie. Elle a été la structure la plus haute créée par l'homme pendant des milliers d'années. Elle est composée d'environ 2,3 millions de blocs de pierre, chacun pesant en moyenne 2,5 tonnes, certains pesant beaucoup plus. Ces blocs ont été taillés, transportés et placés avec une précision remarquable. Les côtés de la pyramide sont alignés avec les points cardinaux, avec une précision presque parfaite. La structure entière s'élève à environ 147 mètres de hauteur, ou du moins elle le faisait avant que l'érosion et le retrait du revêtement extérieur ne réduisent légèrement sa hauteur. C'est un accomplissement stupéfiant, surtout quand on considère qu'elle a été construite avec des outils relativement simples selon les standards archéologiques actuels. Et c'est là que les questions commencent. Comment ont-ils fait? Les égyptologues ont des réponses, bien sûr. Des rampes, des leviers, une main-d'œuvre massive et organisée, des années de planification et d'exécution. Des expériences modernes ont montré que les méthodes proposées sont plausibles. Des équipes ont réussi à déplacer de grands blocs de pierre en utilisant des techniques simples, reproduisant ce que les anciens Égyptiens auraient pu faire. Il y a des preuves archéologiques de camps de travailleurs, de carrières, d'outils. L'image qui émerge est celle d'une société hautement organisée, capable de mobiliser d'immenses ressources pour des projets monumentaux. Ce n'était pas facile, et cela a pris du temps, mais c'était possible. Et pourtant, pour certains, cette explication semble insuffisante. Comment une civilisation sans machines modernes, sans grues ou ordinateurs, a-t-elle pu atteindre une telle précision? Comment ont-ils aligné la structure si parfaitement avec les étoiles et les points cardinaux? Pourquoi les mesures de la pyramide semblent-elles encoder des constantes mathématiques comme pi? C'est ici que la théorie de l'intervention extraterrestre entre en jeu. L'idée est simple. Si nous avons du mal à expliquer comment les anciens ont fait cela avec leur technologie supposée, alors peut-être qu'ils avaient de l'aide. Peut-être qu'une civilisation extraterrestre avancée a visité la Terre dans le passé, a partagé des connaissances ou des outils et a aidé à construire ces monuments. Peut-être que les pyramides étaient des balises, des marqueurs ou même des structures fonctionnelles conçues par des intelligences non humaines. C'est une théorie séduisante parce qu'elle résout apparemment le mystère d'un seul coup. Elle transforme la difficulté perçue en preuve d'intervention. Mais est-ce vraiment la meilleure explication? La réponse courte est non, pas selon la plupart des archéologues et historiens. La construction des pyramides est impressionnante, mais elle n'est pas inexplicable. Nous avons des preuves abondantes de la façon dont les anciens Égyptiens travaillèrent la pierre, organisèrent le travail et planifiaient de grands projets. Leurs autres réalisations, temples, obélisques, statues massives, montrent toutes le même niveau de compétence et de dévouement. Les pyramides ne sont pas des anomalies isolées, elles font partie d'un continuum de développement architectural et technologique. De plus, les erreurs et les imperfections existent. Certaines pyramides se sont effondrées ou ont été abandonnées à mi-chemin. Les Égyptiens ont appris par essais et erreurs, comme toute civilisation. Attribuer leur succès à des extraterrestres, c'est en quelque sorte leur retirer le crédit de leurs propres accomplissements. C'est dire qu'ils n'étaient pas assez intelligents ou capables, ce qui est à la fois faux et quelque peu insultant. Mais comprenons pourquoi cette théorie persiste. Elle persiste parce que les pyramides sont impressionnantes et parce que notre imagination aime les mystères avec des résolutions dramatiques. Elle persiste aussi parce qu'il y a un certain attrait émotionnel à l'idée que nous ne sommes pas seuls, que des visiteurs cosmiques ont marché parmi nous dans le passé, laissant des indices de leur présence. C'est une histoire puissante, même si elle n'est pas soutenue par les preuves. Et il y a un autre facteur. Parfois, nous sous-estimons nos ancêtres. Nous supposons qu'ils étaient moins intelligents, moins capables que nous, simplement parce qu'ils vivaient il y a longtemps et n'avaient pas nos outils modernes.
Mais l'intelligence humaine n'a pas changé de manière significative au cours des derniers milliers d'années. Les gens qui ont construit les pyramides avaient les mêmes capacités cognitives que nous. Ils étaient créatifs, ingénieux et déterminés. Ils ont simplement utilisé les outils et les connaissances disponibles à leur époque. Maintenant, déplaçons-nous vers un autre site mystérieux, les lignes de Nazca au Pérou. Ce sont d'immenses géoglyphes tracés dans le désert, certains s'étendant sur des centaines de mètres. Ils représentent des animaux, des plantes et des formes géométriques. Le plus frappant à leur sujet est qu'ils ne peuvent être vraiment appréciés que d'en haut. Depuis le sol, ils ressemblent à des lignes et des tranchées peu profondes. Depuis le ciel, ils se révèlent comme des images complexes et délibérées. Ils ont été créés par le peuple Nazca entre environ 500 avant notre ère et 500 de notre ère en retirant les pierres rougeâtres de la surface du désert pour révéler le sol plus clair en dessous. Le climat aride a préservé ces lignes pendant des siècles. Pourquoi ont-ils fait cela? C'est une question que les archéologues ont explorée pendant des décennies. Certaines théories suggèrent qu'elles avaient des fonctions rituelles ou astronomiques, marquant peut-être des chemins de procession ou alignés avec des événements célestes. D'autres pensent qu'elles étaient des offrandes aux dieux, visibles seulement d'en haut, où les divinités résidaient supposément. Ce qui est clair, c'est que les Nazca avaient la capacité de planifier et d'exécuter des projets à grande échelle, même si nous ne comprenons pas entièrement leur motivation. Mais pour ceux qui favorisent les théories extraterrestres, les lignes de Nazca sont quelque chose de différent. Elles sont vues comme des pistes d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux extraterrestres, ou comme des signaux destinés à être vus du ciel par des visiteurs venus d'ailleurs. Après tout, disent-ils, pourquoi créer quelque chose qui ne peut être vu que d'en haut si vous ne pouvez pas voler? C'est un argument séduisant à première vue, mais il s'effondre sous l'examen. D'abord, les Nazca pouvaient voir leur création, même si ce n'était que partiellement. Ils pouvaient monter sur les collines voisines et voir les lignes s'étendre en dessous. Ils n'avaient pas besoin de vol pour apprécier leur travail. Deuxièmement, des cultures du monde entier ont créé de l'art et des structures pour des raisons rituelles ou symboliques qui n'avaient pas toujours besoin d'être vues dans leur totalité. Les cathédrales médiévales avaient des sculptures détaillées sur leur toit que personne ne verrait jamais de près, parce qu'elles étaient pour Dieu, pas pour les humains. De même, les lignes de Nazca pourraient avoir été destinées à des divinités dans le ciel, une forme de communication symbolique. Troisièmement, les techniques pour créer les lignes ne sont pas mystérieuses. Elles impliquaient une planification minutieuse et du travail manuel, mais rien qui nécessite une technologie avancée. Des expériences modernes ont recréé des lignes similaires en utilisant des méthodes simples. Mais encore une fois, la théorie extraterrestre persiste. Pourquoi? Parce qu'il est plus excitant d'imaginer des vaisseaux spatiaux atterrissant dans le désert péruvien que de reconnaître l'ingéniosité humaine. Parce que les mystères, avec des explications dramatiques, captivent notre imagination plus que les explications terre à terre. Et parce que, honnêtement, nous aimons l'idée que nous ne sommes pas seuls, que notre histoire est liée à quelque chose de plus grand, de plus cosmique. Puis il y a Pumapunku, un site archéologique en Bolivie qui fait partie d'un complexe plus large appelé Tiwanaku. Pumapunku est remarquable pour ses énormes blocs de pierre, certains pesant plus de 100 tonnes, taillés avec une précision extraordinaire. Les surfaces sont lisses, les angles sont nets et certains blocs ont des encoches et des rainures complexes qui s'emboîtent avec d'autres blocs. Le site date d'environ 500 à 1000 de notre ère, et il est en ruine maintenant, les blocs éparpillés comme si un tremblement de terre ou une catastrophe similaire avait démantelé les structures. Mais même dans leur état détruit, ces pierres impressionnent. Comment une civilisation précolombienne a-t-elle taillé et déplacé ces blocs massifs avec une telle précision? Les partisans de la théorie extraterrestre pointent vers Pumapunku comme preuve d'une technologie avancée que les humains de cette époque n'auraient pas dû posséder. Ils suggèrent que les blocs ont été taillés avec des lasers ou d'autres outils extraterrestres. Ils argumentent que déplacer de telles pierres aurait nécessité des capacités de levage au-delà de ce que les humains anciens pouvaient accomplir. Et ils demandent pourquoi une civilisation dépenserait autant d'efforts pour créer quelque chose d'aussi complexe sans une raison évidente. Mais encore une fois, les explications terrestres existent. Les Tiwanaku avaient des connaissances sophistiquées en travail de la pierre. Ils utilisaient probablement des outils en pierre plus durs pour tailler des pierres plus tendres, une technique connue et prouvée.
Ils auraient pu utiliser des rampes, des leviers et le travail coordonné pour déplacer les blocs. Il existe même des théories sur l'utilisation de techniques hydrauliques ou d'autres méthodes que nous ne comprenons pas entièrement encore. L'absence d'une explication complète ne signifie pas qu'une intervention extraterrestre est la réponse. Cela signifie simplement que nous avons encore plus à apprendre. Il y a un pattern ici, n'est-ce pas? À chaque fois que nous rencontrons quelque chose d'impressionnant dans le passé, quelque chose qui nous défie de comprendre comment nos ancêtres l'ont fait, certains sautent à la conclusion extraterrestre. C'est ce qu'on appelle parfois l'argument de l'ignorance. Je ne peux pas expliquer cela, donc ce doit être des extraterrestres. Mais l'histoire est pleine d'exemples où des mystères apparemment insolubles ont été résolus avec plus de recherche, plus de preuves et une meilleure compréhension du contexte historique et culturel. Les extraterrestres ne sont pas nécessaires pour expliquer les pyramides, les lignes de Nazca, Pumapunku ou d'innombrables autres sites anciens. Les humains sont nécessaires avec leur créativité, leur travail acharné et leur capacité à accomplir des choses extraordinaires quand ils sont motivés et organisés. Cela dit, il y a une beauté dans ces structures qui transcendent leurs explications techniques. Elles sont des témoignages de l'esprit humain, de notre désir de créer, de marquer notre passage sur cette planète, de construire quelque chose qui dure. Quand vous vous tenez devant la grande pyramide, ou que vous survolez les lignes de Nazca, ou que vous touchez les blocs lisses de Pumapunku, vous sentez une connexion avec le passé. Vous vous demandez ce que les constructeurs pensaient, ce qu'ils ressentaient, quels rêves les poussaient à consacrer tant d'efforts à ces projets, et peut-être que c'est la vraie magie de ces lieux. Pas qu'ils aient été construits par des extraterrestres, mais qu'ils aient été construits par des gens comme nous, il y a longtemps, avec des mains humaines et de l'imagination humaine. Et pourtant, il faut aussi reconnaître que notre connaissance du passé est incomplète. Il y a des lacunes dans nos archives archéologiques. Il y a des sites qui n'ont pas encore été fouillés, des techniques qui n'ont pas été complètement comprises. Il est possible, même si improbable, que nous découvrions un jour quelque chose qui remet vraiment en question nos hypothèses sur le passé. Peut-être pas des preuves d'extraterrestres, mais quelque chose d'inattendu. Et c'est pourquoi nous devons rester ouverts, curieux, prêts à réviser nos idées quand de nouvelles preuves apparaissent. Mais cette ouverture ne signifie pas accepter des théories sans preuves. Cela signifie être rigoureux dans notre recherche de vérité, en utilisant la méthode scientifique, en demandant des preuves solides et en étant prêt à admettre quand nous ne savons pas quelque chose plutôt que de combler les lacunes avec des spéculations dramatiques. Les structures mégalithiques du monde sont extraordinaires. Elles méritent notre émerveillement et notre étude, mais elles n'ont pas besoin d'extraterrestres pour être impressionnantes. Elles sont déjà miraculeuses, telles qu'elles sont, créées par des êtres humains qui ont vécu et aimé et travaillé et rêvé sous le même ciel que nous. Et peut-être que c'est la vraie leçon ici. Nous n'avons pas besoin de chercher au-delà de notre propre espèce pour trouver des choses miraculeuses. Nous sommes déjà assez extraordinaires. Les théories extraterrestres autour de ces sites nous disent quelque chose d'important sur nous-mêmes. Elles révèlent notre désir de connexion cosmique, notre besoin de sentir que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que nous sommes connectés à quelque chose de plus grand. Mais cette connexion ne vient peut-être pas de visiteurs extraterrestres dans le passé. Elle vient de notre place dans l'univers lui-même, du fait que nous sommes faits de poussière d'étoiles, que les atomes dans nos corps ont été forgés dans des fours stellaires il y a des milliards d'années. Nous sommes déjà cosmiques. Nous sommes déjà miraculeux. Et les monuments que nous construisons avec nos propres mains et notre propre ingéniosité en sont la preuve vivante. Maintenant, descendons plus profondément dans le passé, non pas vers les monuments visibles qui se dressent à la surface de la Terre, mais vers les objets plus petits, les artefacts qui semblent ne pas appartenir à leur époque. Ce sont ce qu'on appelle parfois les objets anachroniques, des découvertes qui apparaissent dans des contextes archéologiques où elles ne devraient théoriquement pas exister. Une pièce de métal dans une couche de roche datant de millions d'années. Un objet manufacturé trouvé dans des sédiments bien avant que l'humanité n'ait développé la technologie nécessaire. Ces découvertes sont rares, souvent mal documentées et presque toujours controversées, mais elles alimentent les théories de technologie extraterrestre depuis des décennies, suggérant que peut-être, juste peut-être, quelqu'un était ici bien avant que nous pensions que quiconque pouvait l'être. Alors explorons quelques-uns de ces objets mystérieux, non pas pour affirmer qu'ils prouvent quoi que ce soit, mais pour comprendre pourquoi ils captivent notre imagination et ce qu'ils nous disent vraiment sur le passé. Commençons par un cas célèbre, les batteries de Bagdad.
En 1936, des archéologues travaillant près de Bagdad, en Irak, ont découvert des jarres en argile datant d'environ 2000 ans, de la période parthe ou peut-être sassanide. Ces jarres contenaient des tiges de fer entourées de cylindres de cuivre. Quand un électrolyte, comme du vinaigre ou du jus de citron, est ajouté, l'ensemble peut générer un faible courant électrique, environ 1 à 2 volts. Cela ressemble remarquablement à une batterie primitive. Mais pourquoi une civilisation ancienne aurait-elle besoin de batteries? Et comment aurait-il même su que l'électricité existait? Certains théoriciens ont suggéré que ces objets sont la preuve de connaissances avancées, peut-être transmises par des visiteurs extraterrestres. D'autres ont proposé qu'ils étaient utilisés pour galvanoplastie, un processus de revêtement d'objets avec une fine couche de métal, en utilisant un courant électrique. Des expériences modernes ont montré que cela serait techniquement possible, mais voici où les choses deviennent plus compliquées. D'abord, il n'y a aucune preuve historique que les Parthes ou les Sassanides connaissaient l'électricité au sens où nous la comprenons. Ils n'ont laissé aucun texte décrivant ce concept, aucun autre artefact suggérant qu'ils utilisaient des courants électriques. Deuxièmement, la fonction des jarres n'est pas claire. Il est tout aussi possible qu'elles aient été utilisées pour stocker des parchemins, comme l'ont suggéré certains archéologues. Les tiges de fer et les cylindres de cuivre pourraient simplement être des composants non liés qui se sont retrouvés ensemble par hasard. Troisièmement, même si elles fonctionnaient comme des batteries, cela ne nécessite pas d'intervention extraterrestre. Les humains sont parfaitement capables de découvrir des phénomènes naturels par expérimentation et observation. Le fait qu'une civilisation ancienne aurait pu découvrir qu'un métal et un acide créent une réaction chimique n'est pas si farfelu. Cela montre l'ingéniosité, pas une influence extraterrestre. Pourtant, les batteries de Bagdad restent un sujet de fascination. Elles représentent une possibilité intrigante que les anciens en savaient plus que nous ne le pensions. Mais cette possibilité ne nécessite pas de réécrire l'histoire ou d'invoquer des extraterrestres. Elle nécessite simplement que nous reconnaissions que nos ancêtres étaient curieux et intelligents, capables de faire des découvertes que nous pourrions ne pas entièrement comprendre des millénaires plus tard. Ensuite, il y a les histoires d'objets métalliques trouvés dans du charbon ou de la roche. Au XIXe et au début du XXe siècle, plusieurs rapports ont circulé d'objets manufacturés découverts dans des contextes géologiques impossibles. Par exemple, un rapport de 1852 décrit un récipient métallique en forme de cloche trouvé dans une explosion de roches solides au Massachusetts, la roche étant datée de centaines de millions d'années. Un autre rapport mentionne une chaîne dorée trouvée dans un morceau de charbon dans l'Illinois. Ces histoires sont souvent citées comme preuve que des civilisations avancées, peut-être extraterrestres, existaient bien avant l'humanité. Si ces objets sont authentiques et vraiment aussi anciens que les couches dans lesquelles ils ont été trouvés, ils bouleverseraient notre compréhension de l'histoire de la Terre. Mais voici le problème. Presque aucun de ces objets n'a survécu pour un examen scientifique. Nous n'avons que des récits de seconde ou troisième main, souvent sans photographie, sans échantillon, sans documentation appropriée. Et quand les objets existent, ils s'avèrent généralement être soit des canulars, soit des explications naturelles. Le charbon, par exemple, peut contenir des inclusions minérales qui, lorsqu'elles sont brisées, ressemblent superficiellement à des objets manufacturés. La roche peut se fracturer en formes régulières qui semblent artificielles, mais sont en fait le résultat de processus géologiques. Notre esprit, câblé pour reconnaître des patterns, voit parfois de l'ordre là où il n'y en a pas. De plus, les mineurs et les travailleurs qui ont rapporté ces découvertes n'étaient généralement pas formés en géologie ou en archéologie. Ils auraient pu mal interpréter ce qu'ils voyaient, ou l'objet aurait pu tomber dans le charbon ou la roche par contamination moderne. Il y a aussi la question de la probabilité. Si des civilisations technologiques existaient il y a des centaines de millions d'années, où sont tous les autres artefacts? Où sont leurs villes, leurs outils, leurs déchets? Une seule chaîne dorée ou un seul récipient métallique ne suffit pas. Nous aurions besoin de multiples découvertes, cohérentes, bien documentées et vérifiables indépendamment. Nous n'avons rien de tel. Ce que nous avons, ce sont des histoires, des anomalies et beaucoup de questions. Et bien que les questions soient importantes, elles ne sont pas des preuves. Parlons maintenant d'un autre type d'objet anachronique, les figures de dogs du Japon. Ce sont de petites statues en argile de l'ère Jomon, datant d'environ 14 000 à 400 avant notre ère. Elles représentent des figures humanoïdes, avec de grands yeux, des motifs élaborés et ce qui ressemble à des combinaisons ou des vêtements couvrant leur corps.
Certaines personnes ont regardé ces figures et ont vu des cosmonautes, des êtres portant des casques et des combinaisons spatiales. Elles les citent comme preuve que des extraterrestres ont visité le Japon ancien et ont été représentés par les peuples Jomon. C'est une interprétation audacieuse, mais est-elle justifiée? Les archéologues qui étudient les figures de Dogu les interprètent très différemment. Ils voient des représentations stylisées d'êtres humains ou de divinités, décorées de motifs qui avaient une signification culturelle ou rituelle pour les Jomon. Les grands yeux et les caractéristiques exagérées sont courantes dans l'art ancien à travers le monde, représentant souvent des êtres surnaturels ou des esprits. Les motifs sur les figurines pourraient être des tatouages, des peintures corporelles ou des vêtements décorés, tous courants dans les cultures anciennes. Il n'y a aucune raison de croire qu'ils représentent des combinaisons spatiales, sauf si vous commencez avec l'hypothèse que les extraterrestres étaient impliqués. C'est un exemple classique de biais de confirmation, voir ce que vous voulez voir plutôt que ce qui est réellement là. Et pourtant, l'idée persiste. Pourquoi? Parce que les figures de Dogu semblent étranges pour nos yeux modernes. Elles ne correspondent pas à nos attentes de ce à quoi l'art ancien devrait ressembler. Et quand quelque chose semble étrange ou inhabituel, notre imagination cherche des explications dramatiques. Les extraterrestres sont plus excitants que les rituels culturels, mais l'étrangeté n'est pas une preuve. Les cultures, à travers l'histoire, ont créé de l'art qui nous semble bizarre ou inexplicable, simplement parce que nous ne partageons pas leur contexte culturel. Cela ne signifie pas que leur création était inspirée par des visiteurs extraterrestres. Cela signifie que nous avons encore beaucoup à apprendre sur la diversité de l'expression humaine. Il y a aussi des cas de crânes allongés trouvés dans diverses parties du monde, notamment au Pérou et en Égypte. Ces crânes ont été délibérément déformés par un processus de bandage de la tête pratiqué pendant l'enfance, une pratique culturelle dans certaines sociétés anciennes. Les crânes allongés résultants ont une apparence distinctive, et certains théoriciens ont suggéré qu'ils sont la preuve d'hybrides humains extraterrestres, ou même d'extraterrestres purs déguisés en humains. Mais encore une fois, la science a une explication plus simple. La déformation crânienne intentionnelle est bien documentée dans l'histoire humaine. Elle était pratiquée pour des raisons esthétiques, sociales ou rituelles. Les crânes modifiés sont toujours humains, avec l'anatomie humaine normale, juste déformée. Il n'y a aucune preuve génétique ou anatomique d'origine extraterrestre. Les tests ADN effectués sur ces crânes montrent qu'ils sont humains à 100%. Mais qu'en est-il des objets qui semblent vraiment hors de place, comme le mécanisme denticitaire? Trouvé dans une épave au large de la côte grecque en 1901, cet appareil date d'environ 150 à 100 avant notre ère. C'est un mécanisme complexe de roues dentées en bronze qui aurait été utilisé pour prédire les positions astronomiques et les éclipses des décennies à l'avance. C'est incroyablement sophistiqué pour son époque, à tel point qu'il n'y a rien de comparable dans l'histoire enregistrée jusqu'à ce que des horloges astronomiques similaires apparaissent en Europe au XIVe siècle. Certains ont suggéré que le mécanisme denticitaire est trop avancé pour son époque et doit être la preuve de connaissances transmises par des extraterrestres. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Le mécanisme denticitaire est la preuve que les anciens Grecs étaient incroyablement habiles en ingénierie et en astronomie. Nous savons qu'ils avaient des connaissances mathématiques et astronomiques avancées. Ils avaient des théories sur les mouvements des planètes et ils construisaient des instruments pour les mesurer. Le mécanisme denticitaire s'inscrit dans ce contexte. C'est remarquable, oui, mais ce n'est pas inexplicable. C'est simplement un exemple de la façon dont les capacités humaines peuvent parfois dépasser nos attentes, surtout quand tant de connaissances anciennes ont été perdues au fil du temps. Si plus d'objets comme celui-ci avaient survécu, nous ne serions peut-être pas si surpris. Mais parce que c'est rare, il semble anomalistique. La rareté, cependant, n'implique pas une origine extraterrestre. Elle implique simplement que beaucoup a été perdu. Ce qui est fascinant dans tous ces objets anachroniques, c'est ce qu'ils révèlent sur notre relation avec le passé. Nous avons une vision souvent simplifiée de l'histoire, une ligne droite de progression du primitif au moderne. Mais la réalité est plus complexe. Les civilisations anciennes avaient des connaissances et des compétences que nous avons parfois sous-estimées. Elles pouvaient réaliser des choses extraordinaires avec les outils et les ressources disponibles. Quand nous trouvons quelque chose qui ne correspond pas à nos attentes, notre première réaction ne devrait pas être d'invoquer des extraterrestres. Elle devrait être de réévaluer nos hypothèses sur ce que nos ancêtres pouvaient faire.
Peut-être qu'ils étaient plus habiles, plus ingénieux, plus avancés dans certains domaines que nous ne le pensions. Et c'est une découverte excitante en soi, sans avoir besoin d'ajouter des extraterrestres dans le mélange. Les objets anachroniques nous enseignent l'humilité. Ils nous rappellent que notre connaissance du passé est incomplète et parfois erronée. Ils nous encouragent à continuer à chercher, à creuser, à poser des questions. Mais ils ne nous donnent pas de réponse facile. Ils ne prouvent pas que des extraterrestres ont visité la Terre dans le passé. Ce qu'ils prouvent, c'est que l'histoire humaine est riche, complexe et pleine de surprises, et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que reconnaître les réalisations de nos propres ancêtres est plus gratifiant que d'attribuer tout ce que nous ne comprenons pas à des visiteurs cosmiques. Parce qu'à la fin, nous sommes les descendants de ces constructeurs, de ces penseurs, de ces innovateurs. Leur génie coule dans nos veines, et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Maintenant, ramenons notre attention vers le présent, ou du moins vers le passé récent. Nous avons parlé de signaux radio et de structures anciennes, mais qu'en est-il des observations modernes? Qu'en est-il des lumières dans le ciel que les gens rapportent depuis des décennies, les objets volants qui se déplacent de manière qui semble défier notre compréhension de la physique? Ce sont les phénomènes aériens non identifiés, autrefois appelés OVNI, objets volants non identifiés, mais maintenant souvent désignés sous le terme plus neutre de PAN, phénomènes aériens non identifiés. Ces dernières années, même les gouvernements et les militaires ont commencé à prendre ces rapports plus au sérieux, publiant des vidéos et des documents qui reconnaissent que oui, il y a des choses dans notre ciel que nous ne pouvons pas expliquer. Cela signifie-t-il qu'ils sont extraterrestres? Pas nécessairement, mais cela signifie que nous devons les examiner de près, avec un esprit ouvert mais critique. Les rapports d'objets étranges dans le ciel ne sont pas nouveaux. Ils existent depuis que les humains regardent vers le haut. Les textes anciens décrivent parfois des lumières ou des objets mystérieux dans le ciel, interprétés à l'époque comme des présages divins ou des phénomènes naturels mal compris. Mais l'ère moderne des ovnis a vraiment commencé après la Seconde Guerre mondiale, en particulier après 1947, l'année où un pilote nommé Kenneth Arnold a rapporté avoir vu une formation de 9 objets brillants volant près du mont Rainier, dans l'État de Washington. Il les a décrits comme se déplaçant comme des soucoupes rebondissant sur l'eau, et le terme « soucoupe volante » est né. Depuis lors, des milliers de personnes à travers le monde ont rapporté avoir vu des objets similaires, objets en forme de disque, lumière brillante, forme triangulaire, sphère, tous se déplaçant de manière qui semble impossible pour les avions conventionnels. Pendant des décennies, ces rapports ont été largement ridiculisés ou ignorés par la communauté scientifique et les autorités officielles. Les témoins étaient souvent traités comme des fous ou des chercheurs d'attention. Mais au cours des dernières années, quelque chose a changé. En 2017, le New York Times a publié un article révélant l'existence d'un programme secret du Pentagone dédié à l'étude des PAN. Le programme, connu sous le nom d'AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, avait enquêté sur des rapports de pilotes militaires rencontrant des objets qui se déplaçaient de manières inexplicables. Accélération soudaine, virage brusque, vitesse hypersonique, sans traînée de vapeur ni signature thermique visible. L'article était accompagné de vidéos déclassifiées montrant ces rencontres, filmées par des caméras infrarouges montées sur des avions de chasse de la marine. Ces vidéos sont devenues virales. Elles montraient des objets que même les pilotes expérimentés ne pouvaient pas identifier. Dans une vidéo, connue sous le nom de Tic Tac, en raison de la forme de l'objet, des pilotes de la marine décrivaient un objet blanc en forme de pilule, planant au-dessus de l'océan, puis accélérant à des vitesses qui semblaient impossibles. Dans une autre vidéo, un objet semblait tourner ou rouler en vol. Les pilotes, dans les enregistrements audio, exprimaient leur confusion et leur étonnement. Ces vidéos étaient significatives parce qu'elles ne provenaient pas de témoins civils aléatoires. Elles provenaient de personnel militaire formé, équipé d'instruments sophistiqués, et les objets avaient été détectés par plusieurs capteurs, radars, infrarouges, visuels. En 2021, le bureau du directeur du renseignement national américain a publié un rapport au Congrès sur les pannes. Le rapport reconnaissait qu'il y avait eu 143 rapports de rencontres entre 2004 et 2021, la plupart rapportés par du personnel militaire. Le rapport ne tirait aucune conclusion définitive sur la nature de ces objets, mais il éliminait certaines explications dans plusieurs cas. Ils n'étaient pas des avions américains, ils n'étaient probablement pas des ballons météo ou des phénomènes atmosphériques.
Dans certains cas, il semblait exhiber des technologies avancées. Le rapport laissait ouverte la possibilité que certains pourraient être des technologies étrangères, mais admettait aussi que, pour beaucoup, il n'y avait tout simplement pas assez de données pour tirer une conclusion. Et puis, de manière remarquable, il n'excluait pas la possibilité d'une origine non terrestre, même s'il ne la favorisait pas non plus. Alors, que devons-nous penser de tout cela? D'abord, il est important de noter que non identifié ne signifie pas extraterrestre. Cela signifie simplement que nous ne savons pas ce que c'est. Il pourrait y avoir des explications terrestres que nous n'avons pas encore découvertes. Peut-être que ce sont des technologies militaires secrètes d'autres pays que nous ne connaissons pas. Peut-être que ce sont des phénomènes atmosphériques rares que nous ne comprenons pas complètement. Peut-être que certains sont des erreurs de capteurs ou des artefacts de la façon dont les caméras infrarouges capturent les images. Il y a beaucoup de possibilités avant d'arriver aux extraterrestres. Mais, et c'est un mais important, il y a quelque chose ici qui mérite une enquête sérieuse. Ces observations ne viennent pas de sources peu fiables. Elles viennent de personnes formées à observer et à analyser. Elles sont soutenues par des données de multiples capteurs et elles montrent des comportements qui, si authentiques, dépassent nos capacités technologiques connues. Considérez les mouvements rapportés. Certains de ces objets accélèrent de 0 à des vitesses hypersoniques en quelques secondes. Ils font des virages à angle droit à haute vitesse sans ralentir. Ils planent sans moyen de propulsion visible, puis s'accélèrent instantanément. S'ils sont des véhicules physiques, les forces G impliquées détruiraient tout avion conventionnel et écraseraient tout pilote humain. Soit ces objets utilisent une technologie que nous ne comprenons pas, soit il y a quelque chose dans les données que nous interprétons mal. Les deux options sont intrigantes. Si c'est une technologie que nous ne connaissons pas, d'où vient-elle ? Si c'est une mauvaise interprétation des données, qu'est-ce qui cause les lectures étranges? Certains sceptiques ont suggéré que les vidéos peuvent être trompeuses, que ce qui ressemble à un mouvement rapide pourrait être un effet de la façon dont la caméra suit l'objet ou comment les parallaxes et les perspectives créent des illusions. C'est une préoccupation valide et certaines analyses ont montré que dans certains cas, les mouvements peuvent ne pas être aussi extrêmes qu'ils semblent initialement. Mais même en tenant compte de ces facteurs, il reste des cas où les objets semblent se comporter de manières inhabituelles. Et c'est pourquoi la communauté scientifique commence à accorder plus d'attention. Pas parce qu'ils croient que ce sont des extraterrestres, mais parce qu'il y a un mystère légitime qui pourrait révéler quelque chose d'important, que ce soit une nouvelle technologie, un phénomène naturel ou un problème avec nos systèmes de détection. Il y a aussi une dimension historique à cela. Si vous regardez les rapports de P à N au fil des décennies, il y a des patterns. Beaucoup de rapports impliquent des objets vus près de sites militaires, de bases navales, ou de zones où des armes nucléaires sont stockées ou testées. Cela a conduit à des spéculations que si ces objets sont extraterrestres, ils pourraient surveiller nos capacités militaires, en particulier nos armes nucléaires. Certains rapports déclassifiés décrivent même des incidents où des pannes semblaient interférer avec des systèmes d'armes nucléaires, les désactivant temporairement. Ces rapports sont troublants s'ils sont vrais, parce qu'ils suggèrent que quelque chose, qu'il s'agisse d'une technologie étrangère ou d'autre chose, a un intérêt pour nos installations les plus sensibles. Mais encore une fois, nous devons être prudents. Les rapports ne sont pas des preuves, ils sont des points de départ pour l'enquête. Certains pourraient être des exagérations, des malentendus ou même de la désinformation. La nature secrète de ces sites signifie que nous n'aurons probablement jamais accès à toutes les informations. Et sans transparence complète, il est difficile d'évaluer les allégations. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un regain d'intérêt pour l'étude de ces phénomènes, et cela en soi est positif. La science avance quand nous étudions des choses que nous ne comprenons pas, même si la majorité s'avère avoir des explications banales. Il y a aussi une question culturelle ici. Pourquoi les pannes sont-ils si souvent associés aux extraterrestres dans l'imagination populaire? En partie, c'est à cause de la fiction. Films, émissions de télévision, livres, tous ont renforcé l'idée que les ovnis égalent des extraterrestres. En partie, c'est parce que les extraterrestres sont une explication excitante. Ils parlent à notre désir de savoir que nous ne sommes pas seuls. Et en partie, c'est parce que pendant des années, les gouvernements ont été secrets sur ces phénomènes, ce qui a alimenté la spéculation et les théories du complot. Quand l'information est cachée, les gens remplissent les lacunes avec leurs propres histoires, et ces histoires ont tendance à pencher vers le dramatique. Mais regardons un autre angle. Et si certains pannes sont vraiment extraterrestres,
Qu'est-ce que cela impliquerait? Premièrement, cela signifierait qu'une ou plusieurs civilisations extraterrestres ont développé la technologie pour voyager entre les étoiles, ou au moins à travers notre système solaire. Cela nécessiterait des capacités bien au-delà de ce que nous avons actuellement. Deuxièmement, cela signifierait qu'ils visitent la Terre régulièrement, mais choisissent de ne pas entrer en contact ouvert avec nous. Pourquoi? Peut-être qu'ils nous étudient comme nous étudions les animaux dans leur habitat naturel en minimisant l'interférence. Peut-être qu'ils attendent que nous atteignions un certain niveau de développement avant de se révéler. Ou peut-être qu'ils sont ici pour des raisons qui n'ont rien à voir avec nous, utilisant la Terre comme une escale ou exploitant des ressources que nous ne remarquons même pas. Ces possibilités sont fascinantes, mais elles soulèvent autant de questions qu'elles n'en résolvent. Et sans preuves solides, un vaisseau récupéré, une communication claire, quelque chose de tangible, elles restent dans le domaine de la spéculation. Ce que les observations modernes de Pan nous donnent, c'est un renouvellement de la légitimité de poser ces questions. Ils nous rappellent que notre ciel n'est peut-être pas aussi bien compris que nous le pensions. Ils ouvrent la porte à l'enquête scientifique sans le stigmate qui était autrefois attaché au sujet. Et peut-être qu'à travers cette enquête, nous apprendrons quelque chose de nouveau, que ce soit sur la technologie, la physique atmosphérique, ou même, aussi improbable que cela puisse sembler, sur les visiteurs venus d'ailleurs. Le mystère reste, et c'est peut-être le plus grand cadeau que les PAN nous offrent. Il garde le sens de l'émerveillement vivant. Il nous rappelle que même dans notre monde moderne avec toutes nos technologies et connaissances, il y a encore des choses que nous ne comprenons pas. Prenons maintenant un peu de recul et contemplons une question plus large. Non pas ce que nous avons trouvé ou n'avons pas trouvé, mais ce que les mathématiques et la logique nous disent sur la probabilité de vie ailleurs dans l'univers. Il y a une équation célèbre, proposée par l'astronome Frank Drake en 1961, qui tente d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres actives et communicantes dans notre galaxie. C'est ce qu'on appelle l'équation de Drake, et bien qu'elle ne fournisse pas de réponse définitive, elle nous donne un cadre pour penser à cette question immense. L'équation prend en compte des facteurs comme le taux de formation d'étoiles, la fraction d'étoiles qui ont des planètes, le nombre de planètes par système stellaire qui pourraient supporter la vie, la fraction de ces planètes où la vie apparaît réellement, la fraction où la vie intelligente évolue, la fraction de celles qui développent une technologie capable de communication interstellaire et la durée pendant laquelle de telles civilisations émettent des signaux détectables. Multiplier tous ces facteurs ensemble donne une estimation du nombre de civilisations avec lesquelles nous pourrions potentiellement communiquer. Le problème est que beaucoup de ces facteurs sont hautement incertains. Nous pouvons estimer le taux de formation d'étoiles assez bien. Nous savons maintenant que la plupart des étoiles ont des planètes, grâce aux découvertes de milliers d'exoplanètes au cours des dernières décennies. Mais quand il s'agit de la fraction de planètes où la vie apparaît ou où la vie intelligente évolue, nous n'avons qu'un seul exemple, la Terre. Nous ne savons pas si la vie est courante ou extraordinairement rare. Nous ne savons pas si l'intelligence est un résultat inévitable de l'évolution ou un accident cosmique qui s'est produit une seule fois. Et nous ne savons certainement pas combien de temps les civilisations technologiques survivent en moyenne avant de s'autodétruire ou de passer à des formes de communication que nous ne pouvons pas détecter. Selon les chiffres que vous insérez dans l'équation de Drake, vous pouvez obtenir des résultats qui varient énormément. Des estimations optimistes suggèrent qu'il pourrait y avoir des milliers de civilisations actives dans notre galaxie en ce moment. Des estimations pessimistes suggèrent que nous pourrions être seuls, ou qu'il y a si peu de civilisations et qu'elles sont si éloignées les unes des autres que le contact est pratiquement impossible. L'équation elle-même n'est pas une prédiction. C'est un outil pour organiser notre ignorance, pour identifier ce que nous devons apprendre. Et ce qu'elle révèle surtout, c'est à quel point nous en savons encore peu. Cela nous amène au paradoxe de Fermi, que nous avons brièvement mentionné plus tôt. Le physicien Enrico Fermi a demandé une question simple pendant le déjeuner un jour en 1950. Où sont-ils tous ? Si l'univers est si vaste et si ancien, s'il y a des milliards d'étoiles et potentiellement des milliards de planètes habitables, pourquoi n'avons-nous vu aucune preuve de civilisation extraterrestre? Pourquoi le silence? Il y a de nombreuses réponses proposées à ce paradoxe, et chacune nous dit quelque chose de différent sur la nature de la vie et de l'intelligence dans l'univers. Une possibilité est que la vie elle-même est extraordinairement rare. Peut-être que les conditions nécessaires pour que la vie apparaisse sont si spécifiques, si improbables, que même avec des milliards de planètes, seules quelques-unes développent la vie.
Peut-être que la Terre a eu une chance incroyable, une série de coïncidences heureuses qui ont permis à la vie de démarrer et de prospérer. Si c'est vrai, alors nous pourrions être seuls, ou presque seuls, dans la galaxie. C'est une pensée à la fois solitaire et profondément humiliante. Cela ferait de nous un miracle cosmique, la seule conscience dans un univers vide. Une autre possibilité est que la vie est courante, mais que l'intelligence est rare. Peut-être que beaucoup de planètes ont de la vie microbienne, des océans grouillants de bactéries ou des forêts de plantes simples, mais que le saut vers l'intelligence complexe est extrêmement difficile. L'évolution n'a pas de direction, elle ne tend pas vers l'intelligence, c'est juste un résultat possible parmi tant d'autres. Sur Terre, l'intelligence semblable à celle des humains n'a évolué qu'une seule fois en 4 milliards d'années de vie. C'est un échantillon très restreint. Peut-être que nous sommes une anomalie, un accident évolutionnaire qui se produit rarement ailleurs. Une troisième possibilité est que les civilisations technologiques s'autodétruisent avant de pouvoir coloniser la galaxie ou envoyer des signaux détectables pendant longtemps. C'est connu sous le nom de la grande filtration, l'idée qu'il y a un goulot d'étranglement dans le développement de la vie intelligente qui est très difficile à passer. Peut-être que ce filtre est derrière nous, le saut de la vie simple à la vie complexe par exemple. Ou peut-être qu'il est devant nous et que la plupart des civilisations se détruisent avec des armes nucléaires, des catastrophes environnementales ou des intelligences artificielles incontrôlables peu de temps après avoir développé une technologie avancée. Si c'est vrai, alors l'univers pourrait être parsemé de ruines de civilisations qui n'ont jamais réussi à atteindre les étoiles. Une quatrième possibilité est que les civilisations sont là, mais qu'elles ne communiquent pas de manière que nous pouvons détecter. Peut-être qu'elles ont transcendé la technologie radio et utilisent des méthodes de communication que nous ne comprenons pas encore. Peut-être qu'elles n'ont aucun intérêt à nous contacter parce que nous sommes trop primitifs, comme nous n'essayons pas de communiquer avec les fourmis. Ou peut-être qu'elles communiquent, mais leurs signaux ne nous ont pas encore atteints parce que l'univers est si vaste et que la lumière, et donc les signaux radio, voyagent à une vitesse finie. Le signal pourrait être en route, nous atteignant dans 1000 ans ou 10 000 ans, et nous ne le saurons pas avant qu'il n'arrive. Une cinquième possibilité, plus inquiétante, est que les civilisations intelligentes évitent délibérément de se faire connaître. Peut-être qu'il y a un danger à annoncer votre présence. Peut-être qu'il existe des civilisations prédatrices qui cherchent des mondes à exploiter et que les survivants sont ceux qui restent silencieux. C'est la forêt sombre théorie, nommée d'après un roman de science-fiction chinois. Dans cette vision, la galaxie est comme une forêt sombre où chaque civilisation est un chasseur se cachant dans l'obscurité, sachant que faire du bruit pourrait attirer l'attention de quelque chose de dangereux. Si c'est vrai, alors nous devrions peut-être arrêter d'envoyer des signaux et simplement écouter. Et enfin, il y a la possibilité zoo ou la possibilité simulation. L'hypothèse du zoo suggère que les civilisations extraterrestres connaissent notre existence, mais ont choisi de ne pas nous contacter, peut-être pour nous laisser évoluer naturellement sans interférence. L'hypothèse de la simulation suggère que nous vivons dans une simulation informatique créée par une civilisation avancée, et que ce que nous percevons comme l'univers n'est qu'une construction virtuelle. Ces idées sont hautement spéculatives et philosophiques, difficiles à tester, mais elles montrent la gamme de possibilités quand nous essayons d'expliquer le silence cosmique. Alors, laquelle de ces explications est correcte? Nous ne savons pas. Il pourrait y avoir des éléments de vérité dans plusieurs d'entre elles, ou il pourrait y avoir une explication complètement différente que nous n'avons pas encore envisagée. Ce qui est clair, c'est que le paradoxe de Fermi est un défi profond à notre compréhension de l'univers. Il nous force à confronter des questions difficiles sur notre propre existence et notre avenir. Sommes-nous spéciaux? Sommes-nous seuls? Sommes-nous en danger? Survivrons-nous assez longtemps pour devenir une civilisation interstellaire? Ou rejoindrons-nous les rangs hypothétiques des civilisations perdues qui n'ont jamais réussi? Réfléchir à ces questions peut être à la fois exaltant et humiliant. Exaltant parce qu'elles nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes, une histoire cosmique qui s'étend sur des milliards d'années et des milliards d'années-lumière. Humiliant parce qu'elles nous rappellent à quel point nous sommes petits et fragiles, une espèce jeune sur une petite planète, confrontée à des défis que nous ne comprenons pas entièrement. Mais peut-être que c'est précisément pourquoi ces questions valent la peine d'être posées. Elles nous poussent à regarder au-delà de nous-mêmes, à penser à long terme, à considérer notre place dans l'univers. Et elles nous rappellent aussi que la recherche de vie extraterrestre n'est pas seulement une quête scientifique, c'est une quête philosophique, existentielle. C'est une recherche de sens, de connexion, de compréhension.
Même si nous ne trouvons jamais d'autres intelligences là-bas, le simple fait de chercher nous change. Cela élargit notre perspective. Cela nous rend plus curieux, plus humbles, plus conscients de la préciosité et de la fragilité de la vie. Alors continuons à chercher, à écouter, à nous demander. Parce que dans l'acte de chercher, nous trouvons déjà quelque chose de précieux, un sens de notre place dans ce vaste cosmos, et un espoir que peut-être, juste peut-être, nous ne sommes pas aussi seuls que le silence pourrait le suggérer. Maintenant, faisons un exercice d'imagination. Supposons pour un moment qu'une civilisation extraterrestre technologiquement avancée existe quelque part dans la galaxie. Comment voyagerait-il entre les étoiles? Quelle sorte de technologie aurait-il développée? Quels matériaux utiliserait-il? Comment alimenterait-il leurs vaisseaux? Ce sont des questions purement spéculatives, bien sûr, mais elles sont amusantes à explorer parce qu'elles nous poussent à penser au-delà de nos limitations actuelles, à imaginer ce qui pourrait être possible si nous ou quelqu'un d'autre continuions à avancer technologiquement pendant des milliers ou des millions d'années. Et qui sait, peut-être qu'en imaginant ces possibilités, nous plantons les graines pour nos propres futures découvertes. Commençons par le problème fondamental du voyage spatial, la distance. L'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, est à environ 4,2 années-lumière de distance. Cela signifie que même en voyageant à la vitesse de la lumière, ce qui est actuellement impossible selon notre compréhension de la physique, il faudrait plus de 4 ans pour y arriver. Et la vitesse de la lumière est rapide, environ 300 000 km par seconde. Nos vaisseaux spatiaux les plus rapides actuels voyagent à une fraction minuscule de cette vitesse. Voyager à une autre étoile avec notre technologie actuelle prendrait des dizaines de milliers d'années. Ce n'est pas pratique pour des êtres vivants avec des durées de vie limitées. Alors, comment une civilisation avancée pourrait-elle résoudre ce problème? Une possibilité est le voyage générationnel. Construisez un vaisseau spatial énorme, essentiellement un monde autonome, et lancez-le vers une étoile lointaine. L'équipage d'origine ne verraient jamais la destination. Leurs enfants non plus, mais après des générations, leurs descendants arriveraient. C'est un concept fascinant mais décourageant. Cela nécessiterait un vaisseau capable de maintenir un écosystème fermé pendant des millénaires, résistant à tous les dangers du voyage interstellaire, des radiations aux impacts de micrométéorites. Les défis sociaux et psychologiques seraient immenses. Comment maintenez-vous une société stable pendant des générations dans un espace confiné? Comment préservez-vous la connaissance et le but du voyage? C'est théoriquement possible, mais incroyablement difficile. Une autre approche serait la suspension animée ou cryogénisation. Si vous pouviez mettre les voyageurs dans un état de sommeil profond où leurs processus biologiques sont essentiellement posés, alors la durée du voyage n'aurait pas d'importance pour eux. Ils s'endormiraient sur Terre et se réveilleraient à leur destination des siècles plus tard. Nous n'avons pas cette technologie actuellement, mais c'est un sujet de recherche active. Certains animaux sur Terre, comme les tardigrades, peuvent entrer dans des états de biostase où ils survivent à des conditions extrêmes pendant de longues périodes. Comprendre comment ils font cela pourrait éventuellement nous permettre de faire quelque chose de similaire avec les humains. Une civilisation extraterrestre avancée pourrait avoir maîtrisé cela il y a longtemps. Ou peut-être qu'ils ne voyagent pas du tout sous forme biologique. Peut-être qu'ils téléchargent leur conscience dans des machines et envoient ces machines à travers l'espace. Les machines n'ont pas besoin d'air, de nourriture ou d'eau. Elles peuvent survivre aux radiations et aux températures extrêmes. Elles pourraient voyager à des vitesses plus élevées sans se soucier des forces G qui écraseraient les corps biologiques. Et si elles sont endommagées, elles pourraient être réparées ou même auto-réparées. C'est une vision très différente du voyage spatial, une où les voyageurs ne sont plus biologiques mais numériques ou mécaniques. C'est une possibilité troublante pour certains parce qu'elle soulève des questions sur l'identité et ce que signifie être vivant. Mais pour une civilisation suffisamment avancée, cela pourrait être la solution évidente. Mais qu'en est-il de surmonter la barrière de vitesse elle-même? Y a-t-il des moyens de voyager plus vite que la lumière? Selon notre compréhension actuelle de la physique, spécifiquement la relativité d'Einstein, rien avec une masse ne peut atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière. Plus vous allez vite, plus votre masse augmente et plus il faut d'énergie pour accélérer davantage. À la vitesse de la lumière, votre masse deviendrait infinie et il faudrait une énergie infinie pour vous accélérer, ce qui est impossible. C'est une limite stricte, mais les physiciens aiment explorer les échappatoires et il y en a quelques-unes théoriques.
Une échappatoire est la propulsion par distorsion, popularisée par Star Trek, mais en fait basée sur une vraie physique théorique. En 1994, un physicien nommé Miguel Alcubierre a proposé un mécanisme par lequel un vaisseau spatial pourrait voyager plus vite que la lumière sans violer la relativité. L'idée est que vous ne déplacez pas le vaisseau à travers l'espace. Au lieu de cela, vous déformez l'espace lui-même. Vous contractez l'espace devant le vaisseau et l'étendez derrière lui, créant une bulle de distorsion qui transporte le vaisseau. Le vaisseau lui-même reste immobile par rapport à l'espace local à l'intérieur de la bulle, donc il ne dépasse jamais la vitesse de la lumière localement, mais l'espace autour de lui se déplace, permettant au vaisseau de voyager effectivement plus vite que la lumière par rapport au cadre de référence extérieur. C'est une idée élégante, mais elle a des problèmes massifs. Elle nécessite quelque chose appelé matière à énergie négative pour créer la bulle de distorsion et nous ne savons pas si une telle chose existe ou peut être créée. Les quantités d'énergie impliquées sont astronomiques, bien au-delà de tout ce que nous pouvons actuellement produire. Et il y a des questions sur les effets causaux, comme si voyager dans une distorsion pourrait permettre le voyage dans le temps, ce qui mène à des paradoxes. Donc, bien que l'idée soit théoriquement intéressante, elle est actuellement fermement dans le domaine de la science-fiction. Mais pour une civilisation extrêmement avancée, peut-être une qui a des milliers ou des millions d'années d'avance sur nous, peut-être qu'ils ont trouvé un moyen de surmonter ces obstacles. Une autre échappatoire théorique est les trous de verre, des tunnels à travers l'espace-temps qui connectent deux points éloignés. Si vous pouviez créer ou trouver un trou de verre stable, vous pourriez entrer d'un côté et sortir de l'autre, voyageant effectivement des distances énormes instantanément. Les trous de verre émergent des équations de la relativité générale d'Einstein, donc ils sont mathématiquement possibles, mais encore une fois, nous ne savons pas s'ils existent naturellement ou peuvent être créés. Et s'ils existaient, les garder ouverts et stables nécessiterait probablement cette matière exotique à énergie négative à nouveau. De plus, la création d'un trou de verre pourrait nécessiter de manipuler des objets incroyablement massifs et denses, comme des trous noirs, ce qui est bien au-delà de nos capacités actuelles. Mais encore, nous spéculons sur ce qu'une civilisation avancée pourrait faire. Et qu'en est-il de l'énergie? N'importe quelle technologie avancée nécessiterait des sources d'énergie massives. Une civilisation capable de voyages interstellaires aurait besoin de pouvoir exploiter l'énergie à une échelle que nous ne pouvons qu'imaginer. Les scientifiques utilisent parfois l'échelle de Kardashev pour catégoriser les civilisations par leur utilisation de l'énergie. Une civilisation de type 1 peut exploiter toute l'énergie disponible sur sa planète d'origine. Une civilisation de type 2 peut exploiter toute l'énergie de son étoile, peut-être en construisant quelque chose comme une sphère de Dyson, une structure théorique qui entoure une étoile et capte sa production d'énergie. Une civilisation de type 3 peut exploiter l'énergie d'une galaxie entière. L'humanité est actuellement quelque part en dessous de type 1. Nous utilisons une fraction de l'énergie disponible de la Terre. Donc, vous pouvez imaginer à quel point une civilisation de type 2 ou 3 serait avancée. Si une telle civilisation visitait la Terre, leur technologie semblerait littéralement magique pour nous. Leurs vaisseaux pourraient utiliser des principes physiques que nous n'avons pas encore découverts. Ils pourraient manipuler la gravité, le temps, l'espace lui-même. Ils pourraient avoir des matériaux avec des propriétés que nous ne pouvons même pas concevoir, supraconducteurs à température ambiante, matériaux plus résistants et plus légers que tout ce que nous avons, substances qui peuvent changer de forme ou se réparer. Ils pourraient avoir des ordinateurs quantiques ou quelque chose d'encore plus avancé, capables de traiter des informations à des vitesses qui font ressembler nos superordinateurs à des calculatrices. Ils pourraient avoir maîtrisé la biologie, étendant leur durée de vie indéfiniment ou fusionner avec leur machine pour devenir quelque chose de post-biologique. Les possibilités sont presque infinies une fois que vous commencez à imaginer des millions d'années d'avancées technologiques. Mais voici une pensée intrigante. Si une telle technologie est possible, et si des civilisations extraterrestres existent et l'ont développée, alors pourquoi ne la voyons-nous pas? Pourquoi le ciel n'est-il pas rempli de leurs vaisseaux, leurs structures, leurs signaux? C'est une autre facette du paradoxe de Fermi. Si le voyage interstellaire est possible et que des civilisations avancées existent, alors elles devraient être visibles d'une manière ou d'une autre, à moins qu'elles ne le soient et que nous ne les reconnaissons pas, à moins qu'elles ne soient incroyablement rares, à moins qu'elles ne choisissent de se cacher, ou à moins que le voyage interstellaire ne soit, en fin de compte, si difficile que même les civilisations avancées le trouvent impraticable. C'est une pensée sobre,
Peut-être que les distances entre les étoiles sont tout simplement trop grandes, les défis trop immenses, même pour ceux qui sont bien en avance sur nous. Peut-être que la galaxie est vaste et vide, non pas parce que la vie est rare, mais parce que l'espace lui-même est un obstacle insurmontable. Ou peut-être que nous manquons simplement quelque chose. Peut-être que la technologie que nous imaginons n'est pas comment ils le font. Peut-être qu'il y a un raccourci, une astuce de la physique que nous n'avons pas encore apprise, et peut-être qu'un jour, nous la découvrirons. Jusque-là, nous ne pouvons que spéculer, imaginer et espérer. Parce que dans ces spéculations, nous ne réfléchissons pas seulement à eux, nous réfléchissons à notre propre avenir, à ce que nous pourrions devenir si nous survivons et continuons à croître et à apprendre. C'est un miroir tendu vers les étoiles, nous montrant non pas ce qui est, mais ce qui pourrait être. Il y a une idée qui revient souvent dans les théories sur les extraterrestres, plus subtile que les vaisseaux spatiaux et les signaux radio. C'est l'idée que peut-être, juste peut-être, ils ne nous ont pas simplement visités dans le passé. Peut-être qu'ils nous ont changés. Peut-être qu'ils ont laissé leur marque non pas dans des structures de pierre ou des artefacts métalliques, mais dans quelque chose de beaucoup plus fondamental, notre biologie elle-même. Cette théorie suggère que des extraterrestres pourraient avoir intervenu dans le développement de la vie sur Terre, peut-être en modifiant l'ADN de nos ancêtres, en guidant notre évolution, ou même en ensemençant la planète avec la vie pour commencer. C'est une idée provocante, et elle touche à des questions profondes sur qui nous sommes et d'où nous venons. Alors explorons-la, non pas comme une affirmation de fait, mais comme une possibilité spéculative qui nous fait réfléchir différemment sur notre place dans l'univers. Commençons par l'idée de panspermie, qui est en fait une hypothèse scientifique légitime, bien qu'elle ne nécessite pas d'extraterrestres intelligents. La panspermie suggère que la vie sur Terre pourrait avoir commencé ailleurs dans l'univers et être arrivée ici par le biais de météorites ou de comètes. Nous savons que les molécules organiques complexes peuvent survivre dans l'espace et ont été trouvées dans des météorites qui ont atterri sur Terre. Nous savons aussi que certaines formes de vie microscopiques, comme les tardigrades, peuvent survivre aux conditions extrêmes de l'espace pendant de courtes périodes. Donc, il est théoriquement possible que la vie, au moins sous forme microbienne, pourrait être transférée d'une planète à une autre. Si la vie est apparue sur Mars, par exemple, quand cette planète était plus chaude et plus humide il y a des milliards d'années, des roches éjectées de Mars par des impacts d'astéroïdes pourraient avoir transporté des micro-organismes jusqu'à la Terre, où ils ont pris racine et évolué. C'est la panspermie naturelle. Mais il y a aussi la panspermie dirigée, une version plus spéculative proposée par des scientifiques comme Francis Crick, co-découvreur de la structure de l'ADN, et Leslie Orgel. Ils ont suggéré que peut-être la vie sur Terre a été délibérément ensemencée par une civilisation extraterrestre intelligente. Peut-être qu'ils ont envoyé des sondes contenant des micro-organismes vers des planètes prometteuses à travers la galaxie, répandant la vie dans une sorte de projet de jardinage cosmique. Pourquoi feraient-ils cela? Peut-être pour assurer que la vie, sous une forme ou une autre, continuerait même si leur propre civilisation disparaissait. Ou peut-être comme une expérience, pour voir ce qui évoluerait sur différents mondes. C'est hautement spéculatif et il n'y a aucune preuve pour cela, mais ce n'est pas physiquement impossible. Maintenant, allons plus loin. Certaines théories suggèrent non seulement qu'ils ont ensemencé la vie, mais qu'ils sont revenus et l'ont modifiée, qu'ils ont pris nos ancêtres primitifs et altéré leur ADN, accélérant notre évolution, nous donnant l'intelligence, le langage, la conscience. Cette idée apparaît dans beaucoup de fictions et aussi dans certaines interprétations de textes religieux et mythologiques anciens. Les histoires de Dieu descendant du ciel et créant l'humanité ou donnant des connaissances aux humains sont interprétées par certains comme des mémoires voilées de contacts extraterrestres. Les Sumériens écrivaient sur les Anunnaki, des êtres du ciel qui auraient créé les humains. Les textes hindous décrivent des Vimana, des machines volantes utilisées par les dieux. Le livre d'Ézéchiel dans la Bible contient une vision de roues et de feu dans le ciel, que certains interprètent comme une description d'un vaisseau spatial. Certains théoriciens voient ces récits comme des preuves que des extraterrestres visitaient la Terre et interagissaient avec les humains anciens. Mais y a-t-il des preuves réelles dans notre biologie? Y a-t-il quelque chose dans notre ADN qui suggère une modification artificielle? La réponse courte est non, pas que nous ayons trouvé. Le génome humain a été séquencé, et bien qu'il soit incroyablement complexe, il montre tous les signes d'une évolution naturelle. Nous partageons une énorme quantité d'ADN avec d'autres espèces sur Terre, notamment environ 98% avec les chimpanzés, notre plus proche parent vivant. Notre ADN contient des gènes vestigiaux, des restes de notre passé évolutif, comme des gènes pour produire de la vitamine C, qui sont brisés chez les humains mais fonctionnent chez d'autres primates.
Notre génome est rempli d'ADN poubelles, des séquences qui ne codent pas pour des protéines et qui semblent être les débris de processus évolutifs passés. Tout cela est cohérent avec l'évolution par sélection naturelle, pas avec un design intelligent. Mais les partisans de la théorie de modification extraterrestre pourraient argumenter que les extraterrestres étaient habiles, qu'ils ont travaillé dans les contraintes de l'évolution existante, apportant de petits changements qui semblent naturels. Peut-être qu'ils ont accéléré des mutations qui auraient pu se produire de toute façon, mais sur une période de temps beaucoup plus longue. Ou peut-être qu'ils ont introduit de nouveaux gènes qui se sont intégrés si parfaitement qu'ils ne se distinguent pas maintenant. C'est possible, mais c'est aussi invérifiable. Sans preuve concrète, une séquence génétique qui crie clairement « fait artificiellement », nous sommes dans le domaine de la spéculation pure. Il y a aussi la question du moment. Les humains anatomiquement modernes sont apparus il y a environ 300 000 ans. Les humains comportementalement modernes, avec le langage, l'art, les outils complexes, sont apparus plus récemment, peut-être il y a 50 à 100 000 ans. Si des extraterrestres nous modifiaient, ce serait probablement autour de ces périodes. Mais encore une fois, les archives archéologiques et génétiques montrent une progression progressive. Il n'y a pas de changement soudain et inexplicable. Notre intelligence a évolué progressivement, stimulée par des pressions environnementales et sociales. Cela ne signifie pas qu'une intervention était impossible, juste qu'elle n'est pas nécessaire pour expliquer ce que nous voyons. Maintenant, considérons une perspective différente. Et si l'intervention n'était pas biologique mais culturelle? Et si des extraterrestres visitaient la Terre ancienne et enseignaient aux humains, partageaient des connaissances, aidaient à démarrer les civilisations? Cela ne laisserait pas de traces génétiques, mais cela pourrait expliquer pourquoi certaines civilisations anciennes semblent avoir développé des connaissances avancées rapidement. Les critiques de cette idée soulignent que nous avons beaucoup de preuves de développement culturel progressif. Nous pouvons retracer l'évolution de l'agriculture, de l'écriture, de l'architecture, de la métallurgie à travers les archives archéologiques. Il n'y a pas de saut soudain suggérant une intervention extérieure. Mais les partisans argumentent que peut-être les extraterrestres ne se sont révélés qu'à quelques individus, chefs ou prêtres, qui ont ensuite transmis les connaissances comme si elles venaient des dieux. Cette connaissance aurait pu être transmise oralement, se perdant ou se transformant au fil du temps, laissant derrière seulement des mythes et des légendes. C'est un scénario intrigant, mais encore une fois, il manque de preuves concrètes. Les mythes et légendes sont des produits de l'imagination humaine, de la culture et des tentatives de comprendre le monde. Ils n'ont pas besoin d'extraterrestres pour être expliqués. Les humains sont des conteurs naturels. Nous créons des récits pour donner du sens à notre expérience. Les dieux dans le ciel, les êtres puissants qui contrôlent la nature, ce sont des thèmes universels parce qu'ils résonnent avec les peurs et les espoirs humains, pas nécessairement parce qu'ils sont basés sur des événements réels impliquant des extraterrestres. Il y a aussi la question de l'éthique. Si des extraterrestres avancés nous visitaient, interviendraient-ils dans notre développement? Auraient-ils une sorte de directive première, comme dans Star Trek, interdisant l'interférence avec des civilisations moins avancées? Ou verraient-ils comme leur responsabilité de guider ou d'aider? Nous ne pouvons pas savoir. Différentes civilisations extraterrestres pourraient avoir des philosophies très différentes. Certaines pourraient être bienveillantes, souhaitant aider. D'autres pourraient être indifférentes ou même hostiles. Et d'autres encore pourraient nous étudier de loin sans jamais interférer. Sans contact réel, nous ne pouvons que deviner leur motivation. Voici une pensée finale sur ce sujet. Même sans intervention extraterrestre, notre existence est miraculeuse. Nous sommes le produit de milliards d'années d'évolution, d'innombrables accidents heureux, de conditions justes au bon moment. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, les atomes dans nos corps forgés dans les cœurs d'étoiles mourantes. Nous sommes connectés à l'univers à un niveau profond et fondamentale. Peut-être que c'est la véritable intervention, non pas par des êtres intelligents, mais par l'univers lui-même, par les lois de la physique et de la chimie qui permettent à la vie et à la conscience d'émerger de la matière inerte. C'est une perspective qui inspire autant d'émerveillement que n'importe quelle histoire d'extraterrestre, et elle a l'avantage d'être fondée dans ce que nous savons être vrai. Nous ne savons pas s'ils nous ont changés, mais nous savons que nous sommes ici, conscients, curieux, regardant vers les étoiles et nous demandant, et c'est en soi quelque chose de profondément extraordinaire. Alors nous revenons au silence. Après avoir exploré les signaux, les structures, les observations, les mathématiques et les possibilités de technologie avancée, nous nous retrouvons face à la même question qui a tourmenté Enrico Fermi. Où sont-ils?
Si l'univers est si vaste, si ancien, si rempli de possibilités pour la vie, pourquoi n'avons-nous rien trouvé de définitif? Pourquoi le cosmos reste-t-il silencieux? Ce silence n'est pas un vide confortable. C'est un mystère qui grandit plus profondément plus nous en apprenons sur l'univers. Alors prenons un moment pour vraiment contempler ce silence cosmique, pour comprendre ce qu'il pourrait signifier et comment nous devons vivre avec cette incertitude. Peut-être que la première chose à reconnaître est que notre recherche est encore très jeune. SETI, la recherche organisée d'intelligence extraterrestre, existe depuis seulement environ 60 ans. C'est un clin d'œil à l'échelle cosmique. Nous avons scanné une infime fraction du ciel, sur une gamme limitée de fréquences. Pendant une période de temps microscopique, comparée à l'âge de l'univers, c'est comme tremper un verre dans l'océan et être surpris que vous n'ayez pas attrapé de baleine. Nous avons à peine commencé à chercher. Avec de nouveaux télescopes, de meilleures technologies et plus de temps, nous pourrions encore trouver quelque chose. Le silence jusqu'à présent ne signifie pas qu'il y aura toujours silence. Mais supposons pour un moment que le silence persiste. Supposons que nous cherchions pendant encore un siècle ou 1000 ans avec des instruments de plus en plus puissants et que nous ne trouvions toujours rien. Qu'est-ce que cela nous dirait? Une possibilité est que la vie intelligente est beaucoup plus rare que nous l'espérons. Peut-être que les facteurs dans l'équation de Drake qui dépendent de la biologie et de l'évolution, la fraction de planètes où la vie apparaît, où l'intelligence évolue, sont beaucoup plus petits que nos estimations optimistes. Peut-être que nous sommes le produit d'une série de coïncidences tellement improbables que nous sommes effectivement seuls dans la galaxie, ou peut-être même dans l'univers observable. Cette pensée est à la fois effrayante et humiliante. Effrayante parce que cela signifie que nous portons un fardeau immense. Si nous sommes les seuls, alors la conscience dans l'univers dépend de nous. Si nous nous autodétruisons, si nous ne parvenons pas à survivre et à prospérer, alors peut-être que l'univers redevient silencieux pour toujours, ou du moins pour une période inimaginablement longue, jusqu'à ce que, peut-être, la vie intelligente évolue ailleurs. Humiliante parce que cela nous rappelle à quel point nous sommes vulnérables, à quel point notre existence est improbable. Nous ne sommes pas garantis, nous sommes un accident, un miracle statistique, et cela devrait nous rendre plus précautionneux, plus attentifs à notre survie. Mais il y a une autre façon de voir ce scénario. Si nous sommes seuls, alors nous sommes incroyablement spéciaux. Nous sommes la seule façon dont l'univers est devenu conscient de lui-même, du moins dans cette région de l'espace et du temps. Chaque pensée que nous avons, chaque œuvre d'art que nous créons, chaque acte d'amour et de compassion, tout cela est unique. Nous sommes les témoins de l'univers. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que nous n'avons pas besoin de compagnie cosmique pour avoir du sens. Notre existence, aussi brève et localisée soit-elle, a de la valeur intrinsèque. Une autre possibilité est que l'intelligence est courante, mais qu'elle ne dure pas longtemps. C'est l'hypothèse de la grande filtration dont nous avons parlé plus tôt. Peut-être que le chemin de la vie simple à la civilisation technologique est parsemé d'obstacles et que la plupart des civilisations ne survivent pas assez longtemps pour coloniser la galaxie ou même pour envoyer des signaux pendant des périodes prolongées. Peut-être que le développement d'armes nucléaires, de changements climatiques catastrophiques, d'intelligence artificielle incontrôlable ou d'autres technologies dangereuses mènent souvent à l'autodestruction. Si c'est vrai, alors le silence cosmique est un avertissement. Il nous dit que nous sommes dans une période critique, que les décisions que nous prenons maintenant pourraient déterminer si nous survivons ou si nous rejoignons les rangs de ceux qui ont échoué. Cette perspective est troublante, mais elle est aussi motivante. Elle suggère que notre avenir n'est pas prédéterminé. Nous avons une agence. Nous pouvons choisir de gérer nos technologies de manière responsable, de prendre soin de notre planète, de travailler ensemble plutôt que de nous détruire mutuellement. Le silence pourrait être un test. Pourrons-nous le surmonter ? Deviendrons-nous une des rares civilisations qui survivent et prospèrent à long terme? Nous ne savons pas encore, mais nous avons la possibilité d'essayer. Il y a aussi la possibilité que les civilisations avancées existent, mais qu'elles ne communiquent pas de manière que nous pouvons détecter. Peut-être qu'elles ont transcendé la nécessité de communication radio, utilisant des méthodes que nous ne comprenons pas encore. Peut-être qu'elles communiquent via des neutrinos, des ondes gravitationnelles ou quelque chose d'encore plus exotique.
Peut-être qu'elles ont construit une sorte d'Internet galactique accessible uniquement via une technologie que nous n'avons pas encore développée. Dans ce scénario, nous sommes comme quelqu'un essayant de capter Internet en utilisant un récepteur radio à l'ancienne. Nous utilisons le mauvais outil, donc bien sûr nous ne trouvons rien. Ou peut-être qu'elles se cachent délibérément. Peut-être qu'elles ont des raisons de rester silencieuses, de ne pas annoncer leur présence. Peut-être qu'il y a des dangers dans la galaxie dont nous ne sommes pas conscients et que les civilisations qui survivent sont celles qui gardent profil bas. Ou peut-être qu'elles n'ont simplement aucun intérêt à nous contacter. Nous sommes trop primitifs, pas assez intéressants. Ils nous observent peut-être de loin, comme nous observons les animaux dans un zoo, trouvant notre comportement fascinant mais ne voyant aucune raison d'intervenir. Il y a aussi la possibilité que la communication interstellaire soit tout simplement trop difficile. Les distances sont si vastes, les délais de communication si longs, qu'une conversation bidirectionnelle est impraticable. Si vous envoyez un message à une étoile à 100 années-lumière et qu'il réponde immédiatement, vous n'entendrez pas de réponse avant 200 ans. C'est difficile de construire une relation ou un échange significatif dans ces conditions. Peut-être que les civilisations envoient des messages occasionnellement, mais ne s'attendent pas à des réponses, et nous avons juste manqué leur transmission. Ou peut-être qu'elles ont abandonné d'essayer après avoir réalisé que personne ne répond. Ou, et c'est peut-être la possibilité la plus étrange, peut-être que nous vivons à une époque ou dans un lieu de l'univers où les civilisations sont rares. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Les premières étoiles et planètes se sont formées relativement tôt, mais les conditions nécessaires à la vie complexe, éléments lourds, planètes stables, durée de temps suffisante, ont peut-être pris du temps à se mettre en place. Peut-être que nous sommes parmi les premières civilisations à émerger, nous ne sommes pas en retard à la fête, nous sommes parmi les premiers invités à arriver. Dans quelques milliards d'années, la galaxie pourrait être remplie de vie, mais en ce moment, elle est encore jeune et clairsemée. Si c'est vrai, alors nous avons une opportunité et une responsabilité unique. Nous pourrions être les anciens pour les civilisations futures, ceux qui explorent en premier, qui établissent les premiers modèles, qui peut-être même ensemencent la vie sur d'autres mondes. Le silence cosmique, quelle que soit sa cause, nous enseigne quelque chose d'important. Il nous enseigne l'humilité. Il nous rappelle que nous ne sommes pas au centre de l'univers, que nos attentes et nos hypothèses pourraient être fausses. Il nous enseigne la patience. La recherche de vie extraterrestre est un projet à long terme, peut-être un projet de plusieurs générations ou même de plusieurs siècles. Il nous enseigne à vivre avec l'incertitude. Nous pourrions ne jamais obtenir de réponse définitive de notre vivant. Nous pourrions passer nos vies à nous demander, à chercher, à espérer sans jamais savoir avec certitude. Et ce n'est pas grave. L'incertitude n'est pas un échec. C'est une invitation à continuer à explorer, à continuer à apprendre, à continuer à grandir. Et peut-être que le silence nous enseigne aussi quelque chose sur la valeur de ce que nous avons. Nous avons cette planète grouillante de vie, remplie de beauté et de complexité. Nous avons les uns les autres une espèce capable d'amour, de créativité, de curiosité. Peut-être que dans notre recherche de quelque chose au-delà, nous ne devrions pas négliger le miracle que nous avons déjà. Peut-être que la leçon du silence n'est pas que nous sommes seuls, mais que nous sommes responsables. Responsables de prendre soin de notre monde, responsables de prendre soin les uns des autres, responsables de préserver et de protéger la conscience et la vie, parce qu'elle pourrait être plus rare et plus précieuse que nous ne le pensions. Le silence continuera. Nous continuerons d'écouter. Et dans cet acte d'écoute, dans cette quête continue, nous trouvons quelque chose de valeur. Nous trouvons du sens, du but, une connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous trouvons la curiosité, l'émerveillement, l'espoir, et peut-être que c'est ce que le silence était censé nous enseigner tout du long. Non pas qu'ils ne sont pas là, mais que nous devons apprendre à vivre avec le mystère, à trouver de la beauté dans la recherche elle-même, et à reconnaître que parfois, les questions les plus importantes ne sont pas censées avoir de réponse facile. Elles sont censées nous changer par le simple fait de les poser. Et donc, nous arrivons à la fin de ce long voyage nocturne à travers les théories de technologie extraterrestre. Nous avons exploré les signaux radio qui murmurent à travers le cosmos, les structures anciennes qui défitent nos hypothèses sur le passé, les observations modernes de phénomènes que nous ne pouvons pas encore expliquer, les mathématiques de la vie dans l'univers et le silence persistant qui enveloppe nos questions. Nous avons imaginé des technologies au-delà de nos rêves actuels et contemplé la possibilité que nous avons peut-être été touchés par quelque chose d'au-delà de notre monde. Et maintenant, alors que l'obscurité de la nuit s'approfondit et que vos paupières commencent peut-être à devenir lourdes, prenons un moment pour réfléchir à ce que tout cela signifie vraiment.
La vérité, si elle existe, est que nous ne savons pas s'il y a de la technologie extraterrestre. Nous n'avons pas de preuves définitives, pas de vaisseau récupéré, pas de message clair, pas de contact ouvert. Ce que nous avons, ce sont des indices, des anomalies, des mystères et beaucoup de questions. Et peut-être que c'est exactement comme cela devrait être. Parce que dans ces questions, dans cette incertitude, nous trouvons quelque chose de précieux. Nous trouvons l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas tout. Nous trouvons la curiosité qui nous pousse à continuer à chercher. Nous trouvons l'émerveillement qui rend la vie riche et significative. Et nous trouvons l'espoir que quelque part, d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas seuls dans notre quête de comprendre ce vaste et mystérieux univers. Les théories que nous avons explorées ce soir ne sont pas des réponses, elles sont des invitations. Invitations à imaginer, à se demander, à rêver. Elles nous demandent de regarder au-delà de notre horizon immédiat, de considérer des possibilités qui s'étendent au-delà de notre expérience quotidienne. Et même si la plupart de ces théories s'avèrent finalement être incorrectes, même si nous découvrons que les extraterrestres n'ont jamais visité la Terre et ne nous ont jamais laissé de technologie, le simple fait de les considérer a de la valeur. Cela élargit notre esprit, cela nous rend plus ouverts à l'inattendu. Cela nous rappelle que l'univers est plus grand, plus étrange et probablement plus merveilleux que nous ne pouvons actuellement comprendre. Il y a une beauté dans le mystère. Dans un monde où tant de choses sont expliquées, où l'information est instantanée et où les réponses sont à portée de clic, il est rafraîchissant d'avoir des questions qui résistent, des questions qui n'ont pas de réponse simple, qui ne peuvent pas être résolues par une recherche rapide sur Internet, qui nécessitent des décennies de recherche scientifique, de débats et de réflexion. Ces questions nous gardent humbles. Elles nous rappellent que malgré tous nos progrès technologiques et scientifiques, nous sommes encore des nouveau-nés cosmiques, à peine commençant à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et peut-être que c'est ce que les théories de technologie extraterrestre représentent vraiment pour nous. Elles représentent notre désir de connexion, notre besoin de savoir que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Elles représentent notre espoir que l'univers n'est pas vide et froid, mais rempli de vie, d'intelligence, de signification. Elles représentent notre rêve que peut-être, un jour, nous rencontrerons quelqu'un d'autre qui regarde aussi les étoiles et se pose les mêmes questions, quelqu'un avec qui nous pourrions partager nos histoires, nos connaissances, notre expérience d'être vivant et conscient dans ce cosmos immense. Mais pendant que nous attendons ce moment, s'il arrive jamais, nous avons du travail à faire ici chez nous. Nous avons une planète qui a besoin de soins. Nous avons des sociétés qui ont besoin de guérison. Nous avons des technologies qui doivent être gérées sagement. Nous avons des défis climatiques, économiques, politiques qui nécessitent notre attention et notre action. Peut-être que c'est une autre leçon du silence cosmique. Nous ne pouvons pas compter sur les extraterrestres pour venir nous sauver. Nous ne pouvons pas attendre qu'une civilisation avancée descende du ciel et résolve nos problèmes. Nous devons le faire nous-mêmes. Nous devons devenir la civilisation avancée que nous espérons rencontrer. Nous devons survivre à nos propres défis, grandir au-delà de nos limites actuelles et devenir les êtres sages et compatissants que nous aspirons à être. Et peut-être qu'en faisant cela, en nous concentrant sur notre propre croissance et survie, nous nous préparons aussi pour le moment où le contact pourrait arriver. Parce que si nous rencontrons un jour une civilisation extraterrestre, qu'est-ce que nous voulons qu'ils voient ? Voulons-nous qu'ils voient une espèce déchirée par des conflits, détruisant sa propre planète, incapable de travailler ensemble ? Ou voulons-nous qu'ils voient une civilisation qui a surmonté ses différences, qui prend soin de son monde natal, qui explore l'univers avec curiosité et respect? Le choix, dans la mesure où nous en avons un, nous appartient. Il y a une autre pensée réconfortante dans tout cela. Même si nous ne trouvons jamais de technologie extraterrestre, même si nous ne détectons jamais un signal ou ne rencontrons jamais une autre intelligence, le simple fait que nous cherchions est extraordinaire. Pensez-y, nous sommes une espèce qui, il y a seulement quelques milliers d'années, vivait dans des grottes et chassait avec des lances. Maintenant, nous envoyons des sondes au-delà de notre système solaire. Nous détectons des planètes en orbite autour d'étoiles à des milliers d'années-lumière. Nous écoutons les murmures de l'univers avec des antennes géantes. Nous cartographions la structure du cosmos lui-même, ses miraculeux. C'est un témoignage de l'esprit humain, de notre refus d'accepter les limites, de notre désir insatiable de savoir ce qui se trouve au-delà de l'horizon suivant. Et dans cette quête, nous ne sommes pas seulement à la recherche d'extraterrestres. Nous nous cherchons nous-mêmes. Nous cherchons notre place dans l'univers. Nous cherchons du sens dans un cosmos qui ne nous doit aucune explication.
Nous cherchons une connexion à quelque chose de plus grand que notre vie individuelle, quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Et dans cette recherche, nous trouvons de la beauté, de l'émerveillement, du but. Nous trouvons des raisons de continuer, de construire, de rêver. Alors, où en sommes-nous maintenant, à la fin de cette longue nuit de réflexion? Nous sommes toujours dans le même endroit que lorsque nous avons commencé, physiquement. Vous êtes toujours là où vous êtes, peut-être allongé dans votre lit, les lumières éteintes, le monde extérieur calme. Mais peut-être que quelque chose a changé à l'intérieur. Peut-être que vous voyez le ciel nocturne un peu différemment maintenant. Peut-être que les étoiles au-dessus ne sont plus juste des points de lumière, mais des possibilités, des mondes lointains qui pourraient abriter leur propre vie, leur propre civilisation, leurs propres rêveurs, regardant en arrière vers nous à travers le vide. Peut-être que vous vous sentez un peu plus connecté au cosmos, sachant que les atomes dans votre corps ont été forgés dans les étoiles, que vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Peut-être que vous ressentez un sens renouvelé d'émerveillement, sachant qu'il y a encore tant de choses que nous ne comprenons pas, tant de mystères qui attendent d'être explorés. Ou peut-être que vous ressentez simplement un calme paisible, le genre qui vient de contempler des questions si grandes qu'elles rendent vos soucis quotidiens plus petits en comparaison. Quelle que soit votre expérience ce soir, j'espère que vous avez trouvé quelque chose de valeur dans ce voyage à travers les théories de technologie extraterrestre. Peut-être que ce n'étaient pas des réponses, parce que les réponses sont rares et difficiles à obtenir. Mais peut-être que c'était quelque chose de plus précieux, un espace pour se demander, pour imaginer, pour rêver, un rappel que l'univers est vaste et mystérieux et que nous faisons partie de son histoire, aussi petite que puisse être notre partie. Et maintenant, alors que cette nuit touche à sa fin, laissez vos pensées se calmer. Laissez les questions s'installer doucement dans un coin de votre esprit où elles peuvent reposer jusqu'à ce que vous soyez prêt à les contempler à nouveau. Laissez votre corps se détendre, vos muscles se relâcher, votre respiration s'approfondir. Vous avez voyagé loin ce soir, à travers l'espace et le temps, à travers des possibilités et des mystères. Vous avez contemplé des civilisations qui pourraient exister à des années-lumière, des technologies qui pourraient être au-delà de notre imagination, des signaux qui pourraient être en route vers nous en ce moment même, voyageant à la vitesse de la lumière à travers le vide cosmique. Mais maintenant, il est temps de revenir ici, à ce moment, à cette respiration, à ce corps calme et détendu. Il est temps de laisser le sommeil venir, si c'est ce que vous cherchez. Et alors que vous dérivez, sachez que les étoiles continuent de briller au-dessus de vous. Les mystères continuent d'exister. Les questions restent patientes et persistantes. Et demain, ou un autre jour, quand vous regarderez à nouveau vers le ciel nocturne, elles seront toujours là, vous attendant, vous invitant à vous demander encore une fois. Parce que c'est la vraie magie des théories de technologie extraterrestre. Elles ne nous donnent pas de fermeture. Elles ne nous donnent pas de fin bien rangée. Elles nous donnent quelque chose de mieux. Elles nous donnent un infini de possibilités. Elles nous donnent l'émerveillement. Elles nous donnent l'espoir, et elles nous donnent un rappel que même dans nos moments les plus silencieux, nous sommes connectés à quelque chose d'immense et de merveilleux, quelque chose qui s'étend au-delà de notre compréhension actuelle, au-delà de notre planète, au-delà de notre temps. Nous sommes partie de l'univers, et l'univers est en nous. Et peut-être que c'est la véritable technologie extraterrestre que nous recherchions tout du long, non pas des machines ou des signaux venus d'ailleurs, mais la capacité innée de l'univers à créer la conscience, à créer la vie, à créer des êtres comme nous qui peuvent regarder vers le haut et se demander. Cette capacité est écrite dans la structure même de la réalité, dans les lois de la physique qui permettent aux étoiles de brûler et aux planètes de se former et à la vie d'émerger. C'est la technologie la plus avancée de toutes, et elle est partout autour de nous, en nous, nous permettant d'exister, de penser, de rêver. Alors, reposez-vous maintenant, voyageurs cosmiques. Laissez votre esprit flotter libre, non attaché aux questions, non lié aux réponses. Laissez-vous simplement être, ici, maintenant, dans ce moment de paix et de calme. Les mystères attendront, les étoiles attendront, l'univers, dans toute sa vastitude et son étrangeté, attendra. Et demain, ou quand vous serez prêt, vous pourrez revenir à eux, prêts à vous demander encore une fois. Mais pour l'instant, il n'y a que le silence, et la douce dérive vers le sommeil, et la connaissance tranquille que quelque part, d'une manière ou d'une autre, dans cet immense cosmos, nous sommes exactement là où nous devons être. Bonne nuit.